Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble Vue.js à travers un exemple concret, la création d'un petit date picker. Donc le résultat de cette vidéo, ça va être un champ et lorsque l'on va sélectionner ce champ là, automatiquement on va avoir un date picker qui va s'afficher. On va pouvoir naviguer entre les mois, sélectionner de nouvelles dates et valider notre changement. Et on va pouvoir avoir ce comportement greffé sur autant de champs que l'on souhaite. Alors on peut se demander pourquoi utiliser Vue.js pour cet exemple-là. Alors moi dans mon cas, c'est tout simplement parce que j'utilise déjà Vue.js pour d'autres éléments de mon application et du coup je ne souhaite pas importer jQuery plus un autre plugin pour créer cette partie-là. Je veux rester avec mon environnement Vue.js. L'autre intérêt, c'est tout simplement pour faire une vidéo et découvrir ensemble Vue.js à travers un exemple concret et changer un petit peu du classique, de la classique to-do list. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais partir du principe que vous avez peut-être un petit peu découvert Vue.js, mais on va véritablement prendre les choses pas à pas. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas encore expert avec ce framework-là. Alors la première chose à faire, ça va être de mettre en place notre environnement de développement. Alors lorsque l'on souhaite travailler avec un framework, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il utilise des syntaxes particulières, on doit installer Gulp, Webpack et compagnie, donc c'est très rapidement chiant. Heureusement pour nous, Vue a pensé à nous et s'est dit, configurer des environnements, c'est un petit peu chiant. Donc ce que je vais te proposer, c'est un invité de commande qui permet d'initialiser un projet. Donc pour l'utiliser, il suffit de faire un coup de npm install-g Vue CLI. Donc je vais lancer ça au niveau de mon terminal. Et je vais installer Vue CLI. Donc une fois que cet outil s'est installé, on va pouvoir initialiser un projet n'importe où en faisant la commande Vue init suivi du nom du template à utiliser. Donc là, on va utiliser le template Webpack et le nom de notre projet. Donc on va l'appeler datepicker. Cette commande va automatiquement télécharger le template et nous poser quelques questions, notamment le nom du projet, la description du projet et on va tout laisser par défaut. Et c'est un projet privé. Donc automatiquement, ça va avoir créé un dossier datepicker et à l'intérieur, on va avoir différents dossiers. On va avoir un dossier build qui va contenir les informations pour construire le projet, notre page index.html qui est notre page d'accueil évidemment, le fichier package.json qui va contenir les différentes dépendances, le fichier readme et surtout le dossier src. Donc c'est ce dossier-là qui va contenir nos différentes sources. Donc ce que l'on va commencer par faire, c'est installer les différentes dépendances du fichier package.json. Donc pour cela, on fait un coup de npm install. Alors là, préparez-vous, ça va prendre pas mal de temps parce que, en plus des différents outils de développement, il y a aussi tous les outils qui servent aux tests. Donc l'avantage de ce template-là, c'est que si jamais vous souhaitez faire ou mettre en place des tests unitaires, ils ont déjà tout prévu. Alors pendant que l'installation est en train de se faire, on va regarder un petit peu nos fichiers. Donc notre fichier d'entrée, ça va être le fichier main.js. Donc on remarque que c'est de l'ES6 et ce que l'on va faire, c'est qu'on va supprimer le contenu complet. Histoire de repartir de zéro, parce qu'on ne veut vraiment pas sauter d'étape. Au niveau du index.html, on voit qu'on n'a absolument rien, sauf une petite balise ici, qui est une balise spéciale. Donc nous, on va laisser ça vide. Alors, on peut se dire, ouais, c'est bizarre, parce que là, tu n'as pas de balise script, c'est le système de Webpack qui va injecter les scripts. Donc on n'a pas à se soucier à ce niveau-là de ce problème-là. Donc si on veut démarrer notre serveur, au niveau du package.json, il y a quelques tâches qui ont été créées. Donc si on veut tester notre application, il va falloir lancer cette tâche-là. Donc au niveau de mon terminal, je fais un coup de npm run et je vais lancer dev. Automatiquement, ça va créer un serveur de développement qui est accessible sur le port 8080. Donc au niveau de ma page, je me rends sur localhost de .8080. Et pour l'instant, je ne vois rien. Donc je vais mettre ça sur le côté et je vais mettre mon éditeur aussi sur le côté. Si maintenant au niveau de ma page HTML, je mets du contenu pour tester, automatiquement, hop, ça va s'actualiser à ce niveau-là. Donc vous n'avez rien à faire, ça se fait de manière automatique. Donc maintenant, on veut créer notre date picker. Donc le principe de Vue.js et le principe de tous les frameworks JavaScript modernes, c'est d'avoir des composants. Donc vous pouvez imaginer les composants comme des balises HTML supplémentaires. Donc notre balise HTML, on va l'appeler sobrement date picker. Et pour fonctionner, elle va avoir besoin de propriétés particulières. Ce sont des attributs HTML qui permettent d'expliquer comment fonctionne notre date picker. Donc nous, par exemple, on va lui préciser une date. Et on va lui préciser une date en lui mettant un attribut value. Donc on va lui dire, par exemple, on est en 2015 et on va prendre le 2 février. Et je vais prendre le format base de données parce que c'est en général le format avec lequel je vais travailler. Donc j'ai maintenant créé mon composant. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire fonctionner Vue.js sur mon application. Donc au niveau de mon fichier main.js, je vais importer Vue.js. Donc si jamais vous utilisez de l'HTML et du JavaScript standard, il faudrait créer une balise de script et importer Vue.js depuis un CDN ou depuis n'importe quoi. Donc nous ici on utilise un système de gestionnaire de paquets, donc on peut directement importer le module. On peut faire par exemple var, vue,
égale require et on charge Vue.js, comme ceci. Ensuite, si on veut utiliser Vue dans notre page, il suffit de faire un new view et de lui passer en paramètre différentes propriétés, et notamment une propriété importante sur quel élément on souhaite mettre en place Vue.js. Donc nous ici, on va dire qu'on met Vue.js sur le body, et on fait juste ça. Donc si vous sauvegardez, vous allez voir que vous allez avoir des erreurs sur votre page. Donc par défaut, le boilerplate que l'on a utilisé, le template que l'on a utilisé, a un système de linting, c'est-à-dire qu'il va analyser votre code et vous sortir des erreurs. Donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'il nous dit « il n'y a pas besoin de point-virgule » et on a une erreur lorsqu'on essaie d'initialiser ça. Donc là, dans notre cas, on veut véritablement utiliser new, donc on peut demander au linter d'ignorer cette erreur-là en mettant ce petit commentaire. Donc ESLint-disable no new. Et là, on voit qu'on n'a plus d'erreur. Donc pendant que vous développez, je vous conseille de sortir la console et vous allez voir qu'on a une petite erreur qui s'affiche en jaune. Donc cette erreur dit, bon, Vue.js a bien été chargé sur notre application, en revanche, notre composant DatPicker ne fonctionne pas. Parce qu'on n'a à aucun moment déclaré ce composant-là. Donc pour créer un composant sur Vue.js, il suffit de faire un coup de vue.extend et de lui passer un paramètre différentes propriétés. Donc ce composant, on va l'appeler DatPicker. On va faire var DatPicker égale vue.extend et pour l'instant, on ne lui met rien. Ensuite, si on souhaite utiliser ce composant dans notre application, on va pouvoir mettre une propriété qui s'appelle components et lui passer un objet qui contiendra nos composants. Donc notre composant va s'appeler DatPicker et à l'intérieur, on va charger cette variable-là. Donc en fait, dans ce tableau, dans cet objet-là, on va définir l'ensemble des composants que l'on souhaite utiliser dans notre vue. Donc si je sauvegarde maintenant, je vois qu'il me dit, là, le DatPicker fonctionne correctement, mais par contre, l'attribut value is ignored. Donc dans mon composant, je dois lui dire, ce composant-là s'attend à avoir une propriété qui est la propriété value. Donc pour définir les propriétés d'un composant, il suffit de créer un élément qui s'appelle props et qui va contenir les différentes propriétés que l'on attend. Par exemple, value. Si maintenant je réactualise la page, je n'ai plus d'erreur. Par exemple, on peut se dire aussi, tiens, je m'attends aussi à avoir un format. Par exemple, format égale, et le format de sortie, ça serait dd/mm/yyyy. Hop. Si je réactualise, je retombe sur l'erreur de tout à l'heure où on me dit, j'attendais cette propriété-là. Donc là, on peut lui dire, j'attends aussi cette propriété-là. Donc les propriétés peuvent être définies comme ça sous forme de tableau ou sous forme d'objet, ce qui permet de définir des choses un petit peu plus poussées. Donc là, je mets un objet, je m'attends à avoir une value, et l'avantage, c'est que je peux ici détailler un petit peu plus ce que j'attends. Je peux lui dire, j'attends un élément de type string, et cette valeur-là est required, par exemple. Dans le cas de value, dans le cas du format, je peux lui dire que je m'attends encore une fois à avoir une chaîne de caractères. Je ne veux pas que ce soit required, mais par contre, je peux lui donner une valeur par défaut. Par exemple, on va dire que par défaut, le format, ça sera yyyy-mm-dd. Comme ça, cette propriété-là, si elle n'est pas définie au niveau de notre système, on va avoir une valeur par défaut. Ici, si je fais ça, j'aurai une valeur du format qui sera année, mois, puis jour. Donc ça, c'est bien sympa, mais nous, ce que l'on veut faire, c'est transformer notre DatPicker en un input classique. Donc là, on va avoir besoin au niveau de notre composant de lui préciser un template. Donc ça va être le code HTML que ça va générer. Donc on met template et là on met une chaîne de caractères. Donc nous, on va faire quelque chose de très simple. On va faire un input de type texte. Et on va mettre une valeur par défaut et on va mettre salut. C'est juste histoire d'essayer notre système de template. Si maintenant je sauvegarde, automatiquement, ça va créer ce champ-là à la place de notre balise DatPicker. Donc nous, ce que l'on veut faire, c'est créer un champ de type texte, mais on ne veut pas mettre la valeur salut, on veut mettre la valeur qui est passée ici au niveau de value. Donc pour récupérer une propriété, donc ça marche un petit peu comme du AngularJS, vous mettez des doubles accolades, et à l'intérieur, vous mettez le nom de votre valeur. Donc ici, nous, c'est la propriété value. Si je sauvegarde, je vois que c'est transféré de manière convenable. Alors le problème, c'est que nous, on veut pouvoir le formater. Par exemple, au niveau de mon index.html, je me dis, je veux un format différent. Allez, on va mettre dd/mm/yyyy. Parce que c'est un format français et ça sera un petit peu plus simple pour l'utilisateur. Donc lorsqu'un composant est initialisé, il y a des
propriétés qui lui sont passées, mais aussi il va pouvoir faire un petit traitement. Donc pour faire ce traitement-là, il faut créer une méthode qui s'appelle data. Data, ça sera une fonction. Hop. Alors là, il faut faire attention, il y a des espaces ici et ici, sinon le linter va râler. Hop, et c'est data. Et cette fonction doit retourner les différentes informations. Donc vous faites un return d'un objet. Donc nous par exemple, on va retourner une propriété démo et on va mettre salut les gens. Donc ça veut dire que maintenant dans notre composant, on va avoir ces propriétés-là plus cette valeur démo. Si j'essaie d'afficher démo au niveau de valeur et que j'actualise ma page, je vois que ça affiche salut les gens. Mais ce que je peux faire ici aussi, c'est plutôt que de récupérer démo, je vais créer une nouvelle propriété que je vais appeler date et qui sera la date que je souhaite formater. Alors, si vous regardez au niveau de l'inspecteur de commande, vous allez aussi voir qu'on vous dit « Hey, vous avez la possibilité de mieux inspecter vos éléments en utilisant le DevTool ». Donc le DevTool, c'est un outil pour l'inspecteur de Chrome qui va vous permettre de mieux voir vos composants. Donc moi, je l'ai déjà installé et hop, donc ça ne marche pas en session privée malheureusement. Et du coup, hop, lorsque je sors mon inspecteur, ben, vous voyez que j'ai un nouvel onglet Vue DevTool. Donc on voit le composant route, c'est là où est branché Vue.js, et ensuite on a notre composant DatePicker. Et à l'intérieur, on voit nos différentes propriétés. Donc on a les props qui sont passés en paramètres, value et format, et ensuite on a notre propriété qui est dans data. Donc dans data, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de récupérer la date et de récupérer un objet date pour pouvoir le formater plus simplement. Donc dès que vous avez besoin de travailler avec des dates, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est Moment.js. Donc Moment.js, comme son nom l'indique, c'est un outil qui permet de gérer les moments. Mais globalement, ça permet de mieux gérer les dates, de les formater, de les récupérer, de récupérer des informations, de les manipuler et tout. C'est vraiment une librairie qui est très utile. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va l'installer dans notre projet. Donc pour cela, on fait un coup de npm install --save et on va prendre Moment. Hop, et c'est sans JS, voilà. Maintenant, on va l'insérer dans notre projet. Donc pour l'insérer dans notre projet, on peut faire un var moment égale require de moment. Donc dans les valeurs d'instance de mon composant, ben, je vais créer une date. Et cette date, je vais prendre la date qui est passée en paramètre et la transformer en date en utilisant moment. Donc je fais moment, je lui passe en premier paramètre la valeur. Donc ici, moi, ça va être vis.value. Donc vis fait référence à mon composant et vis.value, c'est la valeur qui est passée en paramètre. Et en second paramètre, je lui précise le format. Donc les formats de dates en entrée, ça sera toujours YYMMDD parce que je travaille toujours avec des dates au format MySQL ou format base de données, quoi. Voilà. Donc là, j'ai maintenant une nouvelle propriété date. Et là, au niveau de ma valeur, je vais absolument rien mettre pour le moment. On va laisser value comme tout à l'heure. Si je ressors mon inspecteur, je vois qu'au niveau de mon DatePicker, j'ai maintenant dans date un objet qui est mon objet Moment.js. L'avantage, c'est que si je souhaite maintenant formater cette date convenablement, ben je peux prendre la date et utiliser la fonctionnalité format de Moment.js et lui dire ben je veux la formater un petit peu comme je veux. L'avantage, c'est que le formatage, je l'ai ici. Et là, je peux mettre format, qui sera automatiquement l'élément qui sera pris, qui sera passé en propriété. Alors cette manière de faire, ça fonctionne dans un premier temps, mais il y a une méthode un petit peu plus propre. Sur Vue.js, vous avez la possibilité au niveau d'un composant de préciser une autre propriété qui est la propriété computed. Globalement, ce sont des variables qui vont être le fruit d'une manipulation d'une autre variable. Donc, par exemple, nous on veut afficher une date formatée. Donc on va faire date-formatted. De point, ça va être une fonction et on va expliquer comment cette fonction doit formater la date. Donc là, en l'occurrence, elle va prendre la date que l'on a ici, donc c'est vis.date, et elle va la formater en utilisant vis.format. Donc cette fonction-là va juste retourner ça. Ce que j'ai écrit ici, c'est exactement ce que j'ai écrit là. L'avantage, c'est que maintenant, au niveau de ma vue, je n'ai plus à m'embêter, j'ai juste à mettre date_formatted. Si plus tard, j'ai décidé de changer les formats des dates, j'aurai juste à modifier cette variable computed. Donc ça va être notre champ qui va permettre à l'utilisateur de voir la date visuellement. Mais on va avoir besoin d'un autre champ qui sera mis à jour, qui lui contiendra la date au format MySQL, qui sera le champ caché, qui sera vraiment rentré par l'utilisateur. Donc on va créer un input, ça sera un input de type hidden, mais pour l'instant on va laisser texte. Et là on va pas mettre date formatted, mais on va mettre date raw. Hop, voilà.
Donc ce truc n'existe pas, donc ce que l'on va faire, hop, dans les variables computed, on va mettre date underscore row, c'est une fonction, et cette fonction, elle fera un return de this.date.format, et elle retourne au format traditionnel, yyyy-mm-dd. Donc on pourrait même se créer une variable pour ce format-là, vu qu'on est en train de le réutiliser pas mal souvent. Voilà, donc là, maintenant, on a notre système de date qui fonctionne correctement. Alors là, on commence à se dire, oula, notre code, il est rapidement bordélique. On va pouvoir un petit peu modulariser ça. Donc au niveau de notre système, les require, c'est un petit peu, c'est SO 2013. Hein. Maintenant, on peut utiliser directement les imports de l'ECMAScript 6. Donc on fait import, et on va importer vue, from, vue. Voilà, c'est la même syntaxe, mais c'est un petit peu plus propre. Et là, c'est un vue avec un V majuscule. De la même façon, on fait import, moment, from, moment. Alors vous voyez que mon éditeur passe au rouge, il n'aime pas forcément ça. Donc dans les préférences, hop, si jamais vous utilisez vous aussi PHP Storm ou IntelliJ ou quoi que ce soit, vous allez chercher JavaScript. Et dans la partie langage et framework, JavaScript ici, ben, vous allez préciser que vous utilisez l'ECMAScript 6. Voilà, vous faites un apply et maintenant il arrêtera de vous embêter avec ces types d'erreurs là. Voilà, donc c'est une syntaxe un petit peu plus moderne et ce que l'on veut faire aussi, c'est ce composant là, c'est un petit peu embêtant de l'avoir ici. Donc je vais le copier et je vais faire plutôt import datepicker component from, et là je vais l'appeler datepicker.js. Alors on va la mettre dans le dossier components, donc c'est le dossier courant, puis le dossier components, et ça va être datepicker.js. Alors vous pouvez vous dire, voilà, c'est bizarre parce que dans le dossier components, je vais des fichiers .vu. Ne vous inquiétez pas, mon but c'est pas de tout utiliser tout de suite, on va voir l'utilisation des fichiers vus un petit peu plus tard. Pour l'instant, on peut tout à fait se contenter du JS. Donc je crée ce fichier JS et je recolle mon code. Sauf que j'ai besoin d'exporter ça. Donc là, je fais tout simplement un export default et j'exporte directement ça. Il me sort plein d'erreurs au niveau du linter parce qu'ici j'importe moment alors que je n'en ai pas besoin. Je n'en ai besoin que pour ce composant-là. Voilà. Et ici, c'est datepicker component au lieu de datepicker. Et hop, au niveau de mon datepicker, j'ai aussi besoin de Vue.js, donc je l'importe. Vous voyez, le linter est plutôt pas mal parce que ça vous permet visuellement de voir les différentes erreurs. Voilà, donc maintenant que l'on a séparé, on va avoir besoin d'un autre truc, c'est que lorsque l'on crée un champ, en général, on lui donne un name pour qu'il soit transvasé dans la base de données. Donc au niveau de mes propriétés, je vais lui préciser que je veux un name, que ça soit de type string. Donc voilà. Je vais préciser au niveau de mon index.html, hop, qu'ici je vais lui donner un name, ça sera par exemple le date de départ, start, voilà. Et du coup, il faut que je transvase ce name sur l'input qui est caché. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des backticks. Alors, je ne sais pas le nom exact de ce truc-là, mais ça permet de pas forcément se prendre la tête, de pouvoir aller à la ligne, voilà, et de pouvoir écrire le template sans être embêté à échapper les quotes et compagnie. Et ce champ-là, je vais lui transvaser la propriété name. Donc là, je fais name égale et je lui passe le name. Voilà. Donc là, c'est relativement simple en l'occurrence. Donc ça sort pas mal d'erreurs, tout simplement avec l'inspecteur actuel, enfin avec le linter actuel, il ne veut pas d'espace anormaux, entre guillemets, hop, dans les backticks. Voilà, donc on résout le problème en supprimant les espaces, mais vous inquiétez pas, on changera cette manière de faire les templates un petit peu plus tard. Voilà, donc là on a notre composant de base. L'avantage c'est que visuellement on va avoir ce champ-là pour l'utilisateur, donc avec une date qui est au format plus facilement identifiable, mais derrière on gardera ce champ-là. Et si j'inspecte ce champ-là, hop, j'ai bien le name qui est transvasé. Voilà, donc c'est ce champ-là qui sera ensuite envoyé au niveau de ma base de données. Donc maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est le gros du travail, c'est notre fameux datepicker. Donc pour notre datepicker, on va créer un nouveau composant. L'idée, c'est de séparer au fur et à mesure notre application en sous-composants, histoire de garder un code le plus propre possible. Donc là, on va créer un nouveau composant qu'on va appeler datepicker-agenda, qui va contenir l'agenda. Donc ce datepicker, on va avoir besoin de lui envoyer la date pour qu'il puisse travailler et savoir la date actuelle. Donc pour envoyer une propriété, on pourrait être tenté de faire date égale comme ça, date.
Donc si on fait ça, le problème c'est que pour lui, la propriété, ça va être une simple chaîne de caractères. Alors que là, on veut lui dire vraiment, non, je t'envoie une variable qui s'appelle date, qui sera ce truc moment.js. Donc pour envoyer une propriété, on fait v-bind date. Et comme ça, le second composant va bien recevoir la date. Donc pour l'instant, on veut juste faire ça. Donc on veut récupérer dans ce second composant la date. Si je sauvegarde, je vais tomber sur une erreur. Il va me dire que ce composant datePickerAgenda, il ne le connaît pas. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler datePickerAgenda.js. Donc à l'intérieur, on fait toujours la même chose. On va importer vue from vue. Et on est parti. On fait un vue.extend. Hop. Et on lui passe différentes propriétés. Et ça, on va l'exporter. Et ça va être le truc qu'on exporte par défaut. Donc à l'intérieur, on va lui préciser qu'on attend une propriété. On va faire props et on s'attend à voir la date. On ne s'attend pas à un format particulier, donc on met juste date comme ça, on peut utiliser un simple tableau. Ensuite, on va préciser notre template HTML. Donc on est parti, template, on utilise les backticks, ce qui nous permet de mettre plus d'espace. Et on va créer une div qui va avoir la classe agenda. Voilà. Hop. Et à l'intérieur, on va afficher la date du jour. La date du jour. Et on va récupérer la date en faisant date directement. Hop. Maintenant, ce composant-là, j'ai besoin de le charger dans le composant datePicker. Donc ça fonctionne comme on l'a fait dans le main.js. Il suffit de faire un coup de import. Donc import datePickerAgenda component. Vous pouvez l'appeler vraiment comme vous voulez. Moi, j'aime bien mettre component pour le séparer du reste. Et c'est le fichier datePickerAgenda. Ensuite, hop, je peux lui dire qu'au niveau de ce composant-là, j'ai besoin d'autres composants en faisant components, hop. Je vais avoir un composant qui s'appelle datePicker-agenda. Et ce composant-là, ça sera datePickerAgenda. Et je n'oublie pas de mettre une petite virgule. Voilà. Et si je regarde ma page, je vois bien que le composant récupère la date. Alors lorsque je lui demande d'afficher la date, il fait une conversion sous forme de chaîne de caractères. C'est moment.js qui fait ça. Et je me retrouve bien avec la date du 2 février. Donc maintenant, je vais pouvoir construire mon datePicker. Et c'est l'occasion de parler des fameux fichiers Vue.js. Alors, Vue vous propose d'avoir un autre format de fichier qui est le format Vue, qui est un format qui permet de contenir la partie template, la partie JavaScript et la partie CSS. Ce fichier-là va ensuite être mouliné par Webpack, donc là c'est déjà préconfiguré, et ça va générer les bons fichiers. Donc si on regarde le fichier hello.vue, on voit qu'on a la partie template en haut, et ensuite on a la partie script où il fait juste un export default et il n'a pas besoin de faire un Vue extend. L'avantage de ces fichiers-là, c'est qu'on va pouvoir plus simplement travailler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais convertir mon datePickerAgenda en utilisant ce fichier, ce format Vue. Donc je fais un coup de rename et je vais l'appeler .vue. Pour que ça fonctionne, on va avoir besoin d'une balise script, hop, que l'on va mettre à cet endroit-là. Et là, lorsque l'on fait un export, on n'a plus besoin ni d'importer Vue, ni de faire un Vue.extend. On exporte directement un objet. Et c'est le système qui va se charger de faire le reste. On n'a plus besoin de la partie template. La partie template peut être supprimée complètement. Et on peut mettre tout en haut de notre page une balise template. Et à l'intérieur, on y met notre code HTML. Si je sauvegarde, j'obtiens absolument le même résultat. L'avantage aussi, c'est qu'on peut mettre du CSS. Par exemple, on peut mettre style tout en haut et on peut mettre un petit peu de CSS. Par exemple, on va dire que notre agenda, hop, il va avoir une couleur de fond blanche et il va avoir un box shadow. Donc là, c'est un box shadow que j'ai déjà prédéfini. Si je réactualise la page, automatiquement, je vais avoir ce style qui va être pris en compte. Alors faites attention, si vous renommez en point vue ou vous changez comme ça, si jamais vous ne voyez pas le box shadow apparaître ou que vous ne voyez rien qui bouge, n'hésitez pas à relancer le serveur de dev. Ça peut arriver qu'il ait un problème. En fait, c'est dû au fait qu'il utilise un système de hot reloading. Donc, il recharge les composants à chaud. Et si vous changez un composant de langage, ça peut lui poser problème. Voilà, donc si jamais vous ne voyez pas le box shadow, ou vous ne voyez pas les propriétés que vous êtes en train d'appliquer, dans ce cas-là, faites un petit rafraîchissement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose pour datePicker. On enlève le import de Vue, on laisse le import de moment et du datePicker component. Hop. Et là, on va mettre ça dans une partie script. D'ailleurs, hop, je vais commencer par renommer. Donc on va faire un refactor, rename, et on va l'appeler datePicker.vue.
Donc là, ça sera notre partie script. Ensuite, on a notre partie template que l'on va mettre tout en haut. Hop. Et là, hop, on enlève le vue.extend. Alors ça peut être un petit peu déstabilisant, hein, je dois l'avouer, de se dire, bon ben je vais avoir le CSS et tout ça dans un seul fichier, mais au final ça permet de bien séparer et d'avoir un composant qu'on va pouvoir réutiliser de projet en projet. Donc là j'ai redémarré le serveur et si je réactualise la page, j'ai pas grand chose en particulier. Donc notre date picker, on va vouloir le positionner pile poil en dessous du champ. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais entourer tout ça d'une div. Hop. Cette div, je vais lui donner une classe que je vais appeler agenda underscore container. D'ailleurs, allez, on va plutôt l'appeler date picker. J'avais appelé agenda par défaut, mais c'est vrai que c'est pas forcément malin. Et hop, ici, hop, on va mettre date picker, date picker. Et mon container, ici, mon date picker container, je vais lui appliquer un style particulier. Donc dans le style, je vais lui dire que le date picker container, il va être en position relative. Voilà, pour qu'ensuite notre date picker ici soit en position absolue et placé à 100% de la hauteur. Voilà, ce qui fait que hop, il va être comme ça à cet endroit-là. Voilà, donc l'avantage, c'est que si on a un autre date picker, donc là au niveau de notre index.html, si je me dis, ah, ben, j'ai un autre date picker, mais qui lui commence en 2010, hop, et qui utilise un autre type de format, on va lui laisser le format par défaut et on va lui mettre le nom end. Et hop, on voit que les deux se positionnent en absolute de manière convenable. Alors on veut juste que le date picker soit toujours au-dessus du reste, donc on va lui rajouter un z-index. Donc au niveau de notre date picker qui est en position absolue, on va mettre un z-index de 5. Voilà, c'est largement suffisant. Et on voit que les deux sont bien positionnés. Donc on s'occupera de l'effet de masquage et d'affichage un petit peu plus tard. Maintenant, ce que l'on souhaite faire, c'est mettre en place l'architecture de notre date picker. Donc on va commencer d'abord par la partie header. Donc on fait .datepicker underscore header. En haut, on va avoir l'année, donc on fait .datepicker underscore year. Et là, on va afficher l'année. Donc on va mettre year pour l'instant. On utilisera pour cela les variables computed. Ensuite, on va afficher le mois. .datepicker underscore, ou plutôt la date. On va l'appeler date. Et là, on va afficher la date formatée, formatted. Et ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon index.html, retirer le second champ temporairement parce que si on affiche les deux, ils vont se superposer et pendant la phase de debug, ça va être un petit peu chiant. Voilà. Alors vous remarquez une chose, hein, au fur et à mesure que je sauvegarde, ça s'actualise de manière automatique. Parfois, vous allez avoir le hot reloading qui va être activé, c'est-à-dire que dès que vous changez un composant, ce que va faire le système, c'est qu'il ne va pas recharger toute la page, mais il va juste enlever le composant qui était déjà actif et mettre votre nouveau composant. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez travailler sans forcément avoir à vous prendre la tête de réactualiser la page systématiquement ou de resélectionner les choses. Donc au niveau de ces systèmes, on va avoir donc besoin de l'année. Donc on va utiliser les computed. Hop. On va avoir year qui sera une fonction. D'ailleurs, vous pouvez prendre un petit raccourci ici, hein, si vous utilisez l'ECMAScript 6, c'est faire un truc comme ça. Donc l'année, ça sera la date, donc this.date, qui sera formatée et on formate en récupérant que l'année. Hop, sous forme de 4 chiffres. Et on met une petite virgule ici. Et ça, je le return. Hop, automatiquement, l'année s'affiche. De la même façon, je veux la date formatée. Hop, donc là, je retourne une fonction. Donc ça équivaut à faire function year. Hop, year, comme ça. Ça gagne un petit peu de temps au niveau de l'écriture. C'est vraiment de la fainéantise pour le coup. Alors, pour la date, on veut la formater convenablement. Donc là, on va faire un return de this.date.format. Donc l'idée, c'est ici de mettre genre mercredi 18 mars. Le problème, c'est que les mois en français sont relativement, même en anglais, ils sont relativement longs. Donc on va tronquer juste la partie mois, mais on va laisser le jour en entier. Donc on met 4D pour le jour. DD en majuscule, c'est pour le jour en chiffres avec un 0 au début. Et 3M, c'est pour le mois tronqué. Voilà, et ça affiche ça. En revanche, ici, on veut les dates en français. Donc là, il faut remonter un cran en arrière. Donc c'était dans notre date picker directement. Donc lorsque l'on charge moment, juste après, on peut faire moment, hop, point local, et lui dire qu'on veut utiliser la locale française. Hop. Donc si je fais ça, hop, là j'ai besoin de réactualiser pour qu'il prenne en compte ce changement-là, parce qu'il ne peut pas juste faire un hot reloading de tout moment.js. Et là, je vois que j'ai bien lundi 2 février.
Juste avant, au niveau de l'index.html, je vais charger au niveau de ma partie head la fonte Roboto, qui est une fonte qui sera un petit peu plus sexy que celle qui est proposée par défaut. Et je vais mettre deux styles par défaut. Hop. Donc on va changer pour le body le font family. Donc on va préciser que c'est du Roboto et ensuite du sans serif. Voilà, histoire d'avoir une police un peu plus sympa. Et on va préciser que pour tous les éléments de notre page, on va mettre un box sizing border box, histoire d'avoir quelque chose de raccord et de ne pas avoir de problème par la suite. Donc au niveau de notre date picker agenda, hop, ici, tout en haut, on va styliser notre partie header. Donc on est parti, point date picker underscore header. On va préciser une couleur de fond, donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi j'ai pris une couleur du Material Design, c'est du vert bizarre. Hop. Ensuite on va changer la couleur, on va mettre du blanc. Hop. Et on va mettre un padding de 20 pixels sur les côtés, histoire que ça respire un petit peu mieux. Voilà. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui préciser une hauteur particulière. Alors pour la hauteur, ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser des variables, ce qui va me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus modulable. Donc le problème, c'est que là, dans votre partie style, ce qu'il utilise, c'est du CSS. Si je commence à mettre header-8 et que je lui dis que la valeur de la hauteur, c'est 100 pixels, par exemple, et que je me dis après, je vais utiliser cette variable-là en mettant alors 8 de point dièse header-8. Si j'essaie de faire ça, au niveau de mon élément, la 8 ne sera pas appliquée, il ne va rien comprendre. Donc vous pouvez lui dire, je vais utiliser une autre langue que le CSS en mettant langue SCSS. Et automatiquement, vous allez utiliser du SCSS. Par défaut, il va sortir cette erreur-là, parce qu'il vous dira que le Sass Loader n'existe pas. Donc, vous prenez ce composant-là et vous avez besoin de l'installer. Donc, on fera un npm install --save dev et on installe ça. Alors, je ne sais jamais trop s'il faut mettre dans dev ou pas. C'est un petit peu particulier. Moi, j'ai l'habitude de mettre en fait dans les dépendances basiques tout ce que j'importe en fait dans le JavaScript et tout ce qui sert à compiler, je le mets dans le dev. Mais là, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi du tout. Et j'utilise npm 3 et du coup, il ne télécharge pas tout seul le Node Sass. Donc, on va lui dire télécharge le Node Sass aussi. Et fout ça dans npm save dev. Une fois que vous avez ce truc, vous coupez votre petit serveur et vous le relancez. Si je fais une petite modification, je réactualise ma page et cette fois-ci, je vois bien que mon header a bien la bonne hauteur. Donc il utilise du SCSS. Alors par contre, mon IDE, il est complètement aux fraises parce qu'il n'a aucun moyen de savoir que j'utilise du SCSS à cet endroit-là, mais c'est pas bien grave. Voilà, donc là on a notre date picker header et on va styliser un petit peu l'année. On est parti, point date picker underscore year. On va préciser que ça a une opacité un petit peu plus faible pour mettre la date plus en avant. Et on va espacer le titre en faisant un margin bot de 10 pixels. Maintenant, on va styliser la date, date picker underscore date. On va mettre un gros font size de 32 pixels. Et on va mettre un line 8 de 32 pixels. On veut juste que ça prenne la bonne taille. Vous voyez, ça commence à avoir un petit peu de la tronche. Et pour l'instant, on restera sur ça. D'ailleurs ici, allez, on va mettre un line 8 de 16 pixels pour que la hauteur de ligne soit pile poil la hauteur du texte. Donc maintenant, ce que l'on va travailler, c'est l'affichage des différents jours. On a envie d'afficher les jours du calendrier. Donc on va créer un nouvel élément juste après le date picker header qu'on va appeler date picker underscore days. Hop. Et à l'intérieur, ce que l'on veut afficher, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi et ainsi de suite. Alors le problème, c'est qu'il nous faut un tableau contenant la liste de ces jours-là. Donc là, on va créer notre fonction data. Donc pareil, on peut gagner du temps en faisant data, la syntaxe courte. Et on va faire un return. Et on va récupérer la liste des jours de la semaine. Donc on va appeler ça days. Et ce sera un tableau qui contiendra lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Maintenant, si je veux récupérer ces éléments-là, je peux juste faire ça. Si je fais ça, ça va me récupérer la liste des jours. Si j'actualise, je les ai comme ça. Moi, le problème, c'est que je veux créer une div pour chaque élément. Donc pour cela, on peut utiliser l'attribut vFor. On peut faire une div et à l'intérieur mettre v-for et lui dire qu'on veut parcourir tous les éléments qui sont dans le tableau days. Donc on fait day in days. Et à l'intérieur de cette div-là, on peut afficher le jour en cours.
Si je réactualise, hop, ça m'affiche ça. Alors, en revanche, vous allez avoir une erreur où il va vous dire qu'il trouve une valeur dupliquée. Ce qu'il fait pour savoir s'il y a des évolutions, c'est qu'il compare en fait day. Et le problème, c'est qu'on a 2 fois la lettre M. Donc, on peut lui dire de traquer par l'index. De toute façon, c'est pas très gênant vu que c'est pas quelque chose qui change, qui va changer au fur et à mesure du temps. Donc, on va mettre track-by. De toute façon, c'est ce qu'il vous dit. Hein. Hop, si je retire ça, il vous rajoute. Voilà, si jamais vous voulez corriger le problème, il vous donne quasiment la solution. Donc, c'est plutôt pratique. Si je fais ça et que je réactualise, je n'ai plus d'erreur. Donc, je vais rajouter une classe à ces éléments-là. Donc là, hop, on est parti. Classe égale datepicker. D'ailleurs, je me dis, c'est pas forcément malin de les avoir appelés day. On va appeler ça weekday. Voilà, et ça, on va appeler weekdays ou week. Maintenant, on va styliser ça au niveau de notre CSS, histoire que ça ait un peu plus de tronche. Donc là, hop, on est parti. Point datepicker __ week. Donc là, on va mettre un font size un petit peu plus léger, donc 12. On va préciser un line 8 de 12 pour que ça prenne pile poil la bonne taille. Et on va préciser que c'est du noir un petit peu opaque, RGBA 000.8. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de les aligner convenablement de gauche à droite. Donc, on va les mettre en float left. Donc là, on va prendre les weekdays. Et on va les mettre en float left. Le problème, c'est qu'ils doivent prendre pile poil 1/7 de l'élément. Donc, le problème, c'est qu'un 1/7, ça ne donne pas une valeur à virgule propre. On ne peut pas mettre ça en pourcentage. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va fixer manuellement la largeur de notre système. On va mettre une largeur de 315 pixels. Une largeur de notre datepicker de 315 pixels. Pour tous les éléments qui sont à l'intérieur, on va mettre un petit padding. Donc on va mettre un padding de 14, 0,14. Ce qui nous fait du coup qu'on a 28 de padding et une largeur de 315. 315 moins 28, ça nous donne 287. Et 287, c'est un chiffre qui a l'avantage d'être divisible par 7 facilement et qui donne 41. Donc ça veut dire que chaque jour de la semaine doit mesurer 41 pixels. Et cette valeur-là, je vais la mettre dans une variable qu'on va appeler daySize. Et vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi je fais ça. Donc là, on va mettre 41 pixels. Comme ça, c'est une valeur que je vais pouvoir réutiliser un petit peu partout dans mon application. Et je rajoute un texte align center, histoire que les éléments soient centrés. Et vous voyez que maintenant, hop, c'est bien aligné. Et ensuite, on va pouvoir afficher notre calendrier juste en dessous. Donc pour afficher notre calendrier, on va avoir besoin de plusieurs informations clés. On va avoir besoin de la liste des jours contenus dans notre mois et on va aussi avoir besoin de savoir à quel jour commence le mois, histoire de pouvoir décaler en fait nos différents jours. Le problème, c'est que du coup, on est obligé de faire pas mal de traitements sur la notion de mois et on pourrait le faire en utilisant les computid et tout ça, mais on va rendre notre composant un petit peu complexe. Ce que l'on va préférer faire, c'est séparer dans une classe, pour la bonne et simple raison que l'avantage, c'est que cette classe sera facilement testable, on ne va pas avoir besoin de DOM ou quoi que ce soit, et l'avantage, c'est qu'on sépare notre code. Donc au niveau de notre système, au niveau de notre SRC, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler modules pour l'instant, et à l'intérieur, je vais créer un fichier que je vais appeler month.js. Ça sera du JS pur et dur. Au niveau de notre système, au niveau de notre datepicker, je vais faire un coup de import. Alors cette classe, je vais l'appeler sobrement month from, et il faut remonter un cran en arrière, et ensuite c'est month, alors c'est dans module, puis c'est month.js. Donc on va ensuite créer cette classe-là. Donc on est parti, classe, month, et ça je l'exporte. Donc export, default, classe, month. Alors je réactualise, histoire qu'il ne me chie pas une pendule. Hop, j'essaie de faire une sauvegarde. Ouais. Bon, il sort toujours une erreur parce qu'il me dit que je n'utilise pas month. Alors, on va réfléchir à comment construire notre objet. On veut initialiser un mois. Et ensuite, sur cette classe-là, on pourra faire un tas de traitements. Connaître la date de départ, connaître la date de fin, connaître le nombre de jours, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, au niveau du constructeur, on va avoir besoin de deux choses. On va avoir besoin du mois et de l'année. Et c'est tout. Et après, on fera notre traitement. Donc, au niveau de notre datepicker, ici, hop, on va préciser notre construction. Et d'ailleurs, hop, allez, là on va faire this.month égale month et this.year égale year. Si on ne fait pas ça, il va nous chier une pendule comme quoi le constructeur ne sert à rien. Donc au niveau de notre datepicker agenda, hop, dans la partie data, je vais lui passer le month en lui disant que le month c'est un new month et je l'initialise en lui passant le mois.
Donc là, je suis un petit peu embêté. Donc je peux utiliser la date qui est passée en paramètre, la propriété date, en faisant this.date.month. Et ensuite this.date.year. Donc ça, ce sont des méthodes qui sont dans mon main.js. Voilà. Donc là, ça permet de résoudre tous les problèmes. Si je regarde au niveau de mon vue DevTool, hop, je vois que dans mon composant, donc j'ai DatePicker, j'ai ensuite mon DatePicker Agenda, et à l'intérieur, j'ai mon month qui est un objet qui contient ces deux propriétés-là. Alors, on va parler d'un truc qui est un petit peu particulier, mais ici, au niveau de mon data, je vais faire un coup de console.log de date. Juste pour voir comment je récupère la date. Et ça me permettra de vous expliquer un petit peu le corps de Vue.js et de comprendre ce qui se passe derrière. Donc si je regarde au niveau de la console, alors hop, plutôt au niveau de Vue DevTool, je vois que date, c'est un objet qui est relativement classique. En revanche, si je regarde l'objet que j'ai console.log, je vois qu'il y a plein de trucs particuliers. J'ai get_d, set_d, ainsi de suite, avec marqué reactiveGetter. Donc depuis le début, on ne s'est pas forcément demandé comment Vue.js a réactualisé les choses. En fait, lorsque vous injectez un objet, à la fois dans data ou dans les propriétés, ce que fait Vue.js, c'est qu'il crée automatiquement des accesseurs et des mutateurs, donc des getters et des setters. Ces getters et ces setters vont permettre à Vue.js de savoir lorsque vous modifiez une valeur. Donc le problème, c'est que ce système où il modifie les getters et les setters, il le fait lorsque vous initialisez les valeurs. Donc, par exemple ici, il va le faire à cet endroit-là. Donc si jamais vous créez de nouvelles propriétés dans le futur, par exemple vous dites après une méthode ça créera une nouvelle propriété, cette nouvelle propriété Vue.js ne sera pas capable de la détecter et du coup il ne sera pas capable de la rendre réactive. Donc il faut bien faire attention lorsque vous faites votre constructeur à bien définir toutes les variables d'instance. Comme ça, pour Vue.js ça ne lui posera aucun problème, on ne sera pas obligé de contourner la problématique pour pouvoir rendre nos éléments dynamiques. Voilà, donc c'était un petit détail mais c'est important de comprendre ça. Donc au niveau de notre système de month, on va sauvegarder aussi deux propriétés qui vont nous être utiles. C'est la date de début du mois et la date de fin de mois. Alors pour cela, on a besoin de recréer la date à partir des trucs qui sont passés en paramètres. Donc là, on va créer une date. Donc on pourrait tenter de faire var date, sauf qu'on n'a pas besoin de la variable en dehors de cette fonction-là. Donc on va faire let date égale moment et on lui passe en paramètre l'année et le mois sous forme de tableau. Donc là, on a une date qui représente le premier jour du mois. Si on fait un coup de console.log de date, on va voir que ça nous donne la bonne propriété. Donc si je sauvegarde, je vais avoir une erreur parce qu'il va me dire moment n'est pas défini. Donc là, tout en haut, on fait import. J'importe moment from moment. Si je réactualise, au niveau de ma console, alors je vois que c'est un petit peu le bordel, donc je vais mettre .toString. Voilà, donc le console log est ici, et au niveau de mon date picker, non, j'ai pas laissé de console log, donc si je réactualise, je vois que j'ai bien le 1er février 2015. Et ça correspond à la date qui est rentrée. Si je veux la date de fin de mois, donc là on va plutôt l'appeler this.start. Et pour avoir la date de fin du mois, je récupère la date de départ. Je fais un clone parce que je veux créer une nouvelle instance. Et je lui demande la fin du mois, end of month. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise moment.js. Vous voyez que c'est très simple à utiliser. Et là, c'est pas start la fonction, mais c'est directement start. Impeccable. Donc maintenant, au niveau de mon moment.js, alors si je vais dans la partie Vue DevTool, j'ai au niveau de mon month, start et end. Maintenant, je vais pouvoir avoir le début de la semaine. Donc, je vais me créer une petite méthode que je vais appeler getWeekStart. Donc, c'est une méthode qui nous dira quand est-ce que ça commence. Là, on fait return de this.start, le premier jour du mois, et je lui demande le jour de la semaine, weekday. Si je veux récupérer le jour de la semaine, au niveau de mon système, je peux lui demander, alors on va le mettre après, on va créer une nouvelle div. J'ai le mois dans la variable month, et si je veux le jour de la semaine, je lui fais .getWeekStart. Et si je réactualise, ça me donne 6. Donc dans le cas de février, je vais chercher un date picker online, parce que j'ai absolument aucune idée de la date. Alors on va plutôt mettre au niveau de notre index, on va mettre 2016 parce que c'est plus proche d'aujourd'hui. Voilà.
Donc dans le cas de 2016, le weekday c'est 0. Pour lundi, 1 pour mardi et ainsi de suite, parce que j'ai passé Moment.js en français. J'ai mis local.fr, donc ça utilise les jours de la semaine normalement. Hein. Nous on commence le lundi. Donc ça ne m'arrange pas. On va repartir en 2015 finalement, parce que c'est quand même un petit peu chiant. Voilà, en 2015, ça commence le 6. Donc ça veut dire que ça commençait un dimanche. Donc les jours commençaient ici. Donc pour gérer ce décalage-là, mon idée c'est d'avoir ici, donc on va mettre une classe qu'on va appeler datepicker_days, qui contiendra les jours de la semaine, et on va avoir en fait une sorte de spacer qui va prendre une largeur particulière. Donc si c'est 0, bah, ça fera 0 fois la largeur d'un jour, donc 0 fois 41, et si c'est 6 jours, bah, ça fera 6 fois 41, et ça décalera en fait tout convenablement. Donc là, bah, je peux créer une div que je vais appeler classe datepicker_day. Voilà, ça sera stylisé comme un jour classique. Et pour cette date-là, je vais lui changer le style. Alors, hop, en faisant style égale width. Et je vais mettre le nombre de jours de la semaine multiplié par 41, suivi de pixels. Alors si je fais ça, au niveau de ma console, il va me sortir une petite erreur et dit que l'interpolation au sein d'une balise style pose des problèmes sur Internet Explorer. Et on nous conseille d'utiliser vbind style. Donc là, on utilise vbind-style, enfin 2.style. Et on n'utilise pas l'interpolation, mais on peut utiliser un objet. Donc on précise en propriété qu'on a width, 2 points, et la valeur que ça prendra. Donc la valeur que ça prendra, c'est ça. Donc c'est cette multiplication et on rajoute pixel après. Et on va rajouter des simples codes pour éviter les problèmes. Voilà. Donc si je réactualise, je vois que je n'ai plus de problème et du coup on a notre spacer qui va fonctionner correctement. Et après notre spacer, on va mettre des jours comme ça. Alors notre spacer n'a pas de taille ni rien, donc on va modifier le CSS. Donc on fait .datepicker_days. _day et on va préciser que nos jours ont une largeur de 41 pixels, ont une hauteur de 41 pixels. Donc là, on va plutôt utiliser la petite variable, et c'est pour ça que je l'avais créée tout en haut, et sont en float left. Et ce second élément, hop, je vais faire div.datepicker_day et je vais mettre par exemple 1. Si je regarde, ben le 1 va être décalé convenablement. Et ici, hop, on rajoute un petit coup de texte align center. Et ça va être sous le dimanche. Alors c'est un petit peu décalé dans notre cas parce qu'au niveau des weeks, on avait mis un padding. Donc là, on va appliquer le même padding ici. D'ailleurs, allez, on va plutôt utiliser des marges. On va mettre des marges de 14 pixels un petit peu partout. En haut, en bas, à droite, à gauche. Et on voit que le 1 est convenablement aligné. Si je prends une autre date, hop, on va prendre le mois précédent. C'est ici. Donc on va prendre janvier, ça commence un jeudi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment on fait ce petit décalage. Donc maintenant, on a besoin de récupérer la liste des jours qui sont dans le mois. Donc là, on va le faire au niveau de notre classe month, hein, parce qu'on veut vraiment séparer notre code. Donc on va créer une méthode qu'on va appeler getDays, qui retourne le nombre de jours, et qui retourne un tableau en fait contenant les jours. Donc là, on est un petit peu embêté, Moment.js ne gère pas ça, mais en cherchant sur Google, ben, je suis tombé sur une librairie plutôt pas mal qui fonctionne avec Moment, qui s'appelle MomentRange, qui permet d'avoir un système de range. C'est exactement ce que l'on veut. On veut connaître le nombre de jours entre start et end. Donc je vais importer ça, je fais un import from MomentRange. Donc là, il n'y a pas besoin de faire un import de quoi que ce soit, il suffit juste d'importer MomentRange. Et ensuite, ben, on va pouvoir utiliser range. Alors là, il me sort une erreur parce qu'il ne le connaît pas. Donc on va faire un coup de npm install save moment-range. Donc ça va installer moment-range et on va pouvoir utiliser cette librairie-là. Donc pour utiliser moment-range, on fait moment, donc la librairie classique, .range, c'est la nouvelle méthode qui est rajoutée. On lui passe en propriété la date de départ, donc nous c'est vis.start et la date de fin vis.end, c'est plutôt simple. Et on veut convertir ça sous forme de tableau en mettant la méthode toArray et on veut un tableau contenant la liste des jours. Et ça, je fais un coup de return. Donc je réactualise ma page. Hop, alors je vais peut-être attendre que ça, oui c'est bon. Je sauvegarde une fois. Alors il me dit import from moment range.
Ouais, alors là, c'est juste import. Voilà, parce qu'on ne veut rien importer en fait. Donc si je re-sauvegarde, je vais regarder au niveau de ma partie vue DevTool et je vais récupérer le mois. Donc là, je peux faire un send to console. Si je fais ça, au niveau de ma console, je vais avoir une variable $VM qui va représenter mon composant. Et là, c'est le composant DatPicker-Agenda. Donc si je veux le month, je peux faire comme ça. L'avantage, c'est que ça me permet de débugger. Alors le problème, c'est que si vous faites un vm.month, vous allez vous retrouver avec le truc et les getters et les setters. Si vous voulez vraiment débugger, vous faites vm.$log, ce que vous voulez récupérer. Et là, vous allez récupérer une version sans les getters et les setters. Donc c'est une version qui est plus lisible. Nous, dans notre cas, ce n'est pas du tout ce que l'on veut faire. On veut vérifier la fonction getDays. Donc là, on fait getDays. Et vous voyez que ça me sort un tableau qui va contenir l'ensemble des jours de la semaine. Et à chaque fois, c'est un élément moment.js. Donc au niveau de mon truc, ici, je peux faire un v-for. Je peux lui dire parcours les jours dans month.getDays. Voilà. Et à chaque fois, je vais avoir le jour. Et ce jour-là, je vais vouloir le formater. Donc je fais .day, .format, et je récupère juste le jour. Si maintenant je sauvegarde, ben hop, ça affiche comme ça les différents jours de mon système. Et en février 2015, il y avait 28 jours. Si je me dis, ah tiens, je passerai bien en 2016, hop, dès que je sauvegarde, ça m'affiche bien 29 jours et ça commence le lundi. Alors par contre, je ne suis pas forcément fan du 0 initial, donc on va mettre D. Et comme ça, on n'aura pas de 0 initiaux. Donc là, ça commence déjà à avoir de la tronche. Donc au niveau de notre système, hop, donc c'était les jours. On va les styliser un petit peu mieux. On va mettre une hauteur de ligne qui correspond à la hauteur de notre système. Donc ça va nous permettre d'avoir les éléments qui sont bien centrés verticalement. On va préciser qu'on a un cursor pointer. Ça va permettre de pouvoir rendre les trucs cliquables, en tout cas de voir que c'est cliquable un petit peu mieux. Et ça sera bon. Alors sur la version originale, quand on passe sur une date, on a une sorte de cercle qui grandit. Alors le problème, c'est que ce cercle, on ne peut pas le créer tel quel. Donc on va devoir avoir une sous-div. Donc on va créer ici une span qui va contenir notre jour. Et ensuite, on va créer une sorte de masque. Donc là, on va créer une autre span qu'on va appeler datpicker_day. Hop. _ effect, qui représentera notre effet. Donc on est parti, hop. On prend notre même classe, on rajoute _ effect, et là on va faire l'effet tel qu'il est une fois déplié. Donc ça va être un élément en position absolue. Donc pour éviter que ça aille n'importe où, on met ça en position relative. Je lui ai donné une couleur un petit peu plus opaque, donc là je l'ai juste récupéré. Donc là c'est des valeurs que j'ai récupérées sur le style original du datpicker. Et je vais mettre un border radius de 50%. Pour le positionner convenablement, donc je vais mettre un top à 2 et un left à 2. Parce que on a 36 et un left à 2. Donc c'est convenablement aligné. Le problème c'est que le span n'est plus visible. Donc je vais donner une classe aussi au span. Le span, je vais le placer après le effect, histoire qu'il soit placé après au niveau du code HTML, ce qui fait qu'il va être au-dessus. Et je vais préciser que mon texte, hop, lui, va être en position relative. Ce qui fait qu'il va automatiquement passer au-dessus. Donc ensuite, je vais préciser que je vais avoir une transition au niveau de mon effet. Alors j'ai directement récupéré la valeur, hop, si je vous l'inspecte, l'animation, ici. Voilà, c'est une animation comme ça part vite et après ça ralentit. Et du coup, le seul moyen de le faire, c'est des cubiques Bézier. Mais après, ce que vous pouvez faire, c'est essayer, hop, modifier les valeurs et voir celle qui vous convient. Donc, nous, là, c'est pas mal. Donc, par défaut, cet élément n'est pas visible. Donc, on va lui mettre une transformation scale de 0. Hop, et là, hop, il va disparaître. Lorsque l'on va passer sur l'élément, il faut que ça grandisse. Donc, hop, c'est lorsque l'on passe sur un jour, donc datpicker _ day, $over. La couleur passe au blanc. Comme ça, ça permettra de ne pas être gêné au niveau de la lisibilité. Et donc là, je peux utiliser l'imbrication vu que je suis sur du CSS. Et l'effet, lui, je veux qu'il grandisse. Donc cet élément-là, je vais lui donner une transformation et je vais lui mettre un scale à 1. Alors dans le cas du over, l'opacité,
elle restera à 0.6. On n'a pas besoin d'une opacité à E. Et par défaut, l'opacité reste à 0 ici. Hop, voilà. Si je repasse sur un élément, voilà, vous voyez que ça donne ce petit effet-là qui est plutôt sympa. D'ailleurs, je me dis que hop, le changement de couleur, je vais pouvoir aussi le transitionner. Donc au niveau des day, je rajoute aussi un transition. Voilà, histoire que la couleur transitionne en même temps et que ça fasse quelque chose d'un petit peu plus fluide. Donc voilà pour le style de base. Maintenant, il y a un autre cas que l'on veut prévoir, c'est que par défaut, le 2 février ici devrait être visible, devrait être sélectionné. Donc au niveau de mon code HTML, alors déjà, il faut savoir que les vbind, vous pouvez vous en passer, vous pouvez mettre 2.style. Voilà, c'est un petit peu plus court. Donc nous, ce que l'on veut faire, c'est que sur les jours, on veut mettre une classe qui s'appellerait selected si le jour est sélectionné. Donc ici, on va mettre 2.class. On lui passe un objet qui prendra là en nom le nom de la classe que l'on souhaite appliquer et ensuite en second, condition qui va faire que cette classe sera appliquée ou non. Donc là, on va créer une méthode que l'on va appeler isSelected et qui prendra en paramètre le jour. Donc si on fait ça, hop, on va tomber sur des erreurs parce que isSelected n'existe pas. Donc on peut créer des méthodes qui seront utilisables au niveau de notre élément Vue.js, au niveau de notre composant. Donc pour créer ces méthodes-là, il suffit tout en bas, hop, dans la partie script, comme on l'a fait pour data, de mettre methods. Et là, on va créer un objet qui contiendra l'ensemble des méthodes qui sont disponibles au niveau de notre composant Vue.js. Donc on va créer une première méthode qu'on va appeler isSelected. Donc cette méthode, ça sera une fonction qui prendra en paramètre le jour qui est actuellement passé, entre guillemets sélectionné. Mais ce isSelected, on va prendre le jour actuel, donc c'est la propriété date. Donc on fera un return de this.date qu'on convertit en Unix, histoire d'avoir un entier. Les comparaisons des entiers est un petit peu plus simple. Et on va le comparer au jour Unix de l'élément sélectionné. Alors là, il me sort une erreur, on fait un triple égal. Si maintenant j'inspecte mon élément 2, ben je vois qu'il a la classe selected. Du coup, hop, à cet endroit-là, je peux lui dire que l'élément, comme ceci, on va reprendre le cas du over, sauf que dans notre cas, ça sera si l'élément a la classe selected, on lui donne aussi une couleur blanche, et on fait un scale à 1. Par contre, on ne met pas d'opacité. Ouais, on met une opacité, mais on met une opacité à 1. Et on voit qu'automatiquement, le mardi 2 février est bel et bien sélectionné. Lorsque je sélectionne une date, lorsque je clique sur une date, il faut que ce soit cette date-là qui soit sélectionnée. Donc j'ai besoin de créer une nouvelle méthode que j'appelle selectDate. Ça sera une fonction qui prendra la même chose que la méthode selected, qui prendra la date qui est sélectionnée. Et ce que ça fera, c'est que ça remplacera this.date par day. Donc là, on fera this.date égale day. Et si on veut éviter les problèmes, parce que day c'est un élément -js dans le tableau de trucs, on peut choisir de cloner. Voilà, c'est juste une sécurité supplémentaire. Maintenant, il faut lui dire, lorsque je clique sur une date, utilise cette méthode-là. Donc pour cela, hop, au niveau de notre système, on peut faire un v-on et l'événement que l'on souhaite capturer, clic. Et lorsque l'on clique, on fera un select date et on lui passera en paramètre le jour en question. Je sauvegarde et si maintenant je clique sur le mercredi 3 février, vous voyez que ça sélectionne la date. Automatiquement, grâce à ce système de getter et de setter, Vue.js est capable de capturer cette modification-là et l'applique un petit peu partout. L'avantage, c'est que si je fais ici un coup de console.log getDays, ben, le système est très intelligent, c'est-à-dire qu'il sait que j'ai changé la date, il sait que je n'ai pas changé le month, et du coup, il ne recalcule pas toute cette partie-là. Donc, contrairement à des choses comme AngularJS, qui, à cause de son système de watcher, relancerait systématiquement toutes les boucles, lui, il sait les éléments qui ont été changés, et il ne change le code HTML, enfin, il ne change que le code qui est nécessaire. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des optimisations, et on peut faire des choses qui seraient complètement horribles sur du AngularJS, par exemple. Si on utilisait cette boucle comme on le fait ici, en utilisant cette méthode-là, il lancerait cette méthode-là en permanence à chaque watcher. Là, l'avantage, c'est qu'il ne le fait pas. Donc de la même façon, on a une syntaxe alternative pour les événements qui est le arrobase. Arrobase, clic. Voilà. Lorsque je clique, change la date. Vous remarquez quelque chose, c'est qu'au fur et à mesure que je clique, ça change la date au niveau de mon date picker, mais ça ne change pas la date à ce niveau-là.
Alors c'est un comportement que je souhaite parce que je veux créer un bouton OK ou annuler. Donc par défaut, en fait, ce que fait Vue.js, c'est lorsque l'on transvase une propriété, elle se transvase du parent vers l'enfant, mais pas de l'enfant vers le parent. Si jamais vous souhaitez revenir sur cet événement, ce truc-là, alors déjà vous pouvez mettre 2.date au lieu de vbind, mais vous pouvez lui dire synchronise. Si vous mettez synchronise, ben, le changement que vous ferez affectera le parent. Dès que je change l'enfant, hop, ça change le parent. Et vous voyez que hop, tout est changé au fur et à mesure. Donc ça peut être pratique si vous voulez un date picker qui change dès que vous cliquez. Nous, dans notre cas, on veut pas ça. On veut garder le comportement de base et vous allez voir ensuite comment on fera remonter vers le parent. Voilà, donc là, j'ai mon petit système de date picker. Ce que j'ai envie de faire, c'est avoir une petite navigation pour pouvoir aller de mois en mois. Là, comme ça, c'est pas terrible. Donc on va créer le code HTML pour cette petite navigation. Donc hop. Alors là, on pourrait d'ailleurs, là je le fais sur un seul composant, mais on pourrait se dire je décompose en plusieurs composants, histoire de garder un code propre. Bon, après, c'est à vous de voir à quel niveau vous voulez optimiser les choses et comment ça vous va. Moi là, j'estime que ça, c'est pas encore trop gênant. Donc je crée un datepicker underscore controls, qui sera les contrôles. Donc au milieu, on va avoir le mois bien formaté. Donc le mois bien formaté, je vais me créer une méthode au niveau de month, que je vais appeler getFormatted, qui me renverra le mois formaté. Là, on fera return month.toString pour l'instant et on améliorera ça juste après. Hop, et là, c'est this.start.toString. Voilà, hop. Au niveau de mon système, hop, là, c'était datepicker underscore controls. Donc, on a d'abord le label. Donc, c'est ce qui affichera le mois en cours, le mois qui est actuellement sélectionné. À l'intérieur, ben, j'affiche month.getFormatted. Formatted, je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Après, j'aurai un bouton next et un bouton prev. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre controls devant. Alors, on va mettre .datepicker underscore next. Voilà, et ensuite prev. Pour suivant et précédent. Et pour l'instant, tout à l'heure, on va mettre des SVG, mais là, je vais mettre next et là, je vais mettre prev. Voilà. Lorsque je clique sur next, ben, je appellerai la méthode click next month pour aller au mois suivant. Et lorsque je clique sur je ferai prev month. Voilà, pour aller au suivant ou au précédent. Et là, allez, je vais renommer month parce que c'est un petit peu chiant d'avoir autant de underscore. Donc pour la partie formatted, ici, getFormatted, je vais retourner this.start et je vais afficher le mois, on va faire janvier 2016, je pense que c'est pas mal. Donc on fait this.start.format, on peut prendre start ou end, peu importe, vu qu'on n'a pas besoin d'afficher le jour, et le mois en toutes lettres et l'année sur 4 chiffres. Donc là, ça fait février 2016. Donc maintenant, on va gérer la partie style. Donc hop, on est parti, .datepicker underscore controls. Donc on va lui donner une hauteur de 56 pixels. On va lui donner une hauteur de ligne de 56 pixels parce qu'on veut que tout soit bien aligné. On va mettre un text align center pour que le février 2016 soit bien écrit. Et c'est tout pour le moment. Donc ensuite, on va styliser les deux boutons. Donc .datepicker. D'ailleurs, je me dis que là, c'est plus logique d'avoir des boutons parce que c'est quand même des boutons. Donc on va essayer de garder une syntaxe HTML logique. Voilà. Donc le problème, c'est que le navigateur va vouloir les styliser. Donc on va dire que pour les boutons qui se situent dans le datepicker controls, on va leur donner une bordure none, border none. On va retirer le background color, donc on va mettre un background color transparente. On va enlever le user select, donc ça évite que les gens puissent sélectionner cet élément-là. On va enlever le outline parce que quand on clique, ça fait un genre de aura bleu dégueulasse. Et on va forcer le cursor pointer. Donc là, c'est juste les styles de base. Et ces boutons, on va les placer en float left et float right. Donc le bouton next, donc ça va être datepicker underscore next, sera en float left, en float right plutôt parce qu'on le veut à droite. Hop, float right. Et le bouton prev, lui, sera en float left. Et là, on a une petite erreur ici. Par contre, tout est décalé parce que le month ici gêne un petit peu. Donc on va mettre ça en position relative. Et ensuite, on va prendre le datepicker underscore month. Et ce datepicker underscore month, on va le foutre en position absolue. Top 0, left 0, right 0, le truc habituel, bottom 0, et c'est tout. Voilà.
Et ces deux petits boutons, si vous voulez les remplacer par des SVG, je vous donnerai le code en bas, mais hop, ici, je vais remplacer la partie Next et Prev. Hop. Donc le Prev, je remplace par un SVG et le Next aussi, hop, comme ceci. Et dans ce cas-là, si vous voulez utiliser des SVG, il faut les styliser de la même façon. Donc là, ça va être dans .datPicker underscore controls. Allez, hop, on va le mettre ici. On va utiliser le nesting. On aurait tort de se priver. Donc les SVG vont avoir une largeur et une hauteur de 24 pixels et on va leur donner une couleur de remplissage un petit peu opaque, 000.87. Voilà, donc vous voyez qu'ils apparaissent et on va mettre un vertical align middle pour qu'il soit bien centré. Il ne me laisse pas le faire. Hop, vertical align middle. Et du coup, les boutons, je vais leur donner une largeur de 56, une hauteur de 56. Et comme ça, ça placera convenablement les boutons. Du coup, j'ai besoin d'implémenter les deux fonctions que j'avais créées, nextMonth et PrevMonth. Donc je repars en bas et je vais aller modifier la méthode. Alors, méthode nextMonth, ça va être une fonction qui prendra absolument aucun paramètre. Et cette fonction, elle va modifier le nombre de mois. Donc l'avantage, c'est qu'au niveau de mon objet month, j'ai créé month et year, donc il me suffit juste d'incrémenter. Donc on crée une variable month, on fait let month égale this.month. Alors this.month, ça récupère l'objet month et .month, ça récupère la valeur. Et je rajoute un. Et ensuite, je fais let year égale this.month.year. Voilà. Et une fois que j'ai ça, j'ai juste à changer le mois qui correspond à mon datPicker en créant une nouvelle instance de month. Et je lui passe en paramètre le mois et l'année. Donc si j'essaie de cliquer, ça ne va pas fonctionner parce que mon mois, mon label est au-dessus du reste. Du coup, ce que je vais faire, c'est que mes deux boutons ici, je vais les mettre en position relative. Vu qu'ils sont après notre label au niveau du code HTML, ça les rendra du coup cliquables. Donc si je réactualise, maintenant, je vois que je peux cliquer. À chaque fois que je clique, hop, je vois que mes jours évoluent. Par contre, ils font des trucs un petit peu bizarres. Hein. Vous voyez qu'ils se déplacent. Alors c'est au niveau du index. Enfin, au niveau du CSS, lorsque j'ai créé mes day, alors c'est underscore day, j'ai mis une transition sur all, alors que je vais juste transitionner sur la couleur. Voilà. Donc normalement, ça devrait résoudre ce petit problème. Et vous voyez que ça me permet d'aller de mois en mois. Alors par contre, lorsque je vais arriver à décembre, ça pose un petit problème. Il faut lui dire, hey, arrête-toi au niveau du dernier mois et incrémente l'année et saute d'un cran. Donc les mois, ça va de 0 à 11. Hein. C'est comme ça que c'est fait en JavaScript. C'est débile, mais c'est comme ça. Donc on va lui dire que si le mois est supérieur à 11, dans ce cas-là, on fait un year plus égale 1. On incrémente l'année. Et on fait un month égale 0. Voilà. Donc si je passe en février, jusqu'en décembre, ça repassera en janvier 2017. Impeccable. Donc je dois faire la même chose pour l'autre méthode. Donc je vais recopier ce code-là. Et je vais le mettre ici. Donc je vais appeler cette méthode PrevMonth. Donc ça récupère le mois en cours et ça fait -1. En revanche, si le mois est inférieur à 0, ça force le mois à décembre parce que, on revient un cran en arrière. Et l'année, ça fait un moins égale 1. Voilà. Donc maintenant, si je réactualise, je peux descendre et je passe jusqu'en décembre 2015. Et si je sélectionne une date, ça me donne bien, je dis 3 décembre 2015. Et si je remonte en 2017, l'année, on voit, tout change convenablement. Donc il nous reste maintenant une petite chose à faire, c'est le bouton OK et Cancel qui va permettre de valider ou d'annuler l'opération. Donc au niveau de mon datPicker, tout en dessous, juste après le datPicker Days, l'affichage des jours, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler datPicker _ action qui contiendra les différentes actions. On va avoir un petit bouton qui va s'appeler Annuler et un autre bouton qui va s'appeler OK. Alors, lorsque l'on clique sur le bouton OK, on va créer une méthode que l'on va appeler submit day. D'ailleurs, on n'est pas obligé de mettre des parenthèses. Hein. Ça, on peut laisser ça comme ça. Et lorsque l'on clique sur le bouton annuler, on va créer une méthode que l'on appellera cancel. Et là, on va l'appeler validate ou valide ou submit. Ouais, je suis pas très inspiré. Donc, on remarque quelque chose, c'est que ça se place pas de manière convenable. Donc on a 5 semaines dans un mois, donc ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon datPicker Days, je vais lui préciser une hauteur spécifique. Et c'est pour ça que j'avais créé une variable, parce que ça va me permettre de réutiliser cette variable DaySize, day_size,
enfin size, et de la multiplier par 5. Et comme ça placera convenablement le reste. Alors le problème, c'est que dans certains mois, ça prend 6 semaines et ça posera un petit problème. Alors on verra ce cas juste après. Là, je veux vraiment me concentrer sur le bouton OK. Donc lorsque je clique sur OK, il faut que je crée cette méthode submit. Donc ici, je fais submit. Ça va être une fonction qui prendra rien en paramètre et qui fera quelque chose. Donc l'idée, lorsque l'on soumet quelque chose, c'est de transvaser la date au niveau du parent. Donc au niveau du parent, ce que l'on va faire, c'est avoir un événement qui permettra de savoir quand est-ce qu'une date a été changée. Donc comme pour le @click, on va imaginer avoir un événement change. Et lorsque l'on change, on fera une fonction. Donc là, on l'appellera par exemple select date, et ça renverra une date. Du coup, je dois créer cette méthode au niveau de ce composant-là. Donc au niveau de son composant-là, je fais... Alors, je n'avais pas de partie méthode. Je crée une partie méthode. Ça sera un objet. Et je vais créer select date. Ça sera une fonction qui prendra en paramètre une date et qui fera tout simplement un vis.date égale date. Très simple. Et je n'oublie pas la virgule ici. Le problème, c'est du coup, il faut que mon date picker agenda renvoie cet événement lorsque l'on fait un submit. Pour faire ça, on a la possibilité avec Vue.js de faire un dispatch. Dispatch permet de renvoyer un événement au-dessus. Et l'événement, on l'appelle change, comme on l'a appelé tout à l'heure. Et on lui passe en paramètre la date. Voilà. Alors, par contre, hop, si je reviens au niveau du date picker, du coup, je n'ai pas besoin de lui préciser quoi que ce soit. Je dis juste, utilise la méthode selectDate. Et cette méthode récupérera automatiquement la date qui est envoyée au niveau du dispatch. Si maintenant j'essaie de réactualiser la page, je clique sur 18, je clique sur OK, et dès que je clique sur OK, automatiquement, ça met la date du parent à jour. Donc le système d'événements vous permet comme ça de faire communiquer un enfant et un parent. Du coup, on va styliser ces deux petits boutons pour finir sur l'interface. Donc là, on va descendre tout en bas. On est parti. Point agenda, point datepicker, _ action. Donc on va mettre un texte aligné right parce qu'on veut les éléments à droite et on va mettre un padding de 8 pixels histoire d'espacer un petit peu tout. Ensuite, on va styliser les différents boutons. Donc là, on va récupérer ça. Je ne vais pas l'imbriquer parce que je vais avoir pas mal de choses sur les boutons. Hop. Donc on va enlever la bordure, on va enlever le background, on va mettre un background transparente. On va laisser ça en display inline block au cas où ça ne soit pas déjà le cas. On met un cursor pointer, on met un outline à none parce qu'on ne veut pas avoir ce petit halo bleu. Au niveau de la couleur, on va mettre un genre de bleu fluo bizarre. Hop, voilà, hein. Material design entre guillemets. On va mettre un font size de 14 pixels, un texte transform en uppercase, un font weight 500 histoire de rendre ça un poil plus bold. Voilà, vous voyez, ça rend un petit peu plus sympa. Histoire d'espacer les choses, on va leur donner une largeur minimale de 88 pixels. Un texte align center pour que ça corresponde avec la largeur. Voilà. Et on va faire en sorte que ça n'ait pas une apparence bizarre sur les mobiles. Donc là, c'est par rapport surtout à Safari iOS que je pense. On met un WebKit Appearance None, donc ça évite d'avoir le truc tout arrondi et tout. Et ce que l'on va faire, c'est que dès qu'on survole ce bouton-là, on va mettre un petit gris. Donc on va faire un background color, RGBA encore une fois, 153. Hop là, 153, 153 et une opacité de 20%. Voilà, si je passe dessus, vous voyez que ça donne ça. Donc, ce qui n'est pas forcément joli. Donc on va forcer la hauteur des boutons en utilisant un line 8 de 36 pixels. Et ça le fait vraiment paniquer dès qu'on a des line 8 36 pixels. Voilà, avec ce line 8 là, vous voyez qu'on a des boutons un petit peu plus gros. Voilà, donc là ça fait un espace bizarre parce qu'on finit un petit peu plus tôt dans la semaine, mais ouais, quoique. Ouais, je me tâte, je pense qu'au niveau des days, on va retirer la partie marge en bas. On va faire un margin bot de 0. Et on va optimiser ça. Voilà, c'est un petit peu plus collé, mais ça sera un petit peu plus sympa. Voilà, donc là, comme ça, on a l'interface de notre date picker qui fonctionne. Et on peut rajouter une transition si on veut que l'effet de survol soit plus sympa. Transition, on transitionne sur all et on met 0,3 secondes. Voilà, ce qui donne un petit effet de survol un petit peu plus soft.
Donc maintenant que l'on a notre bouton OK, on a notre système de date picker qui fonctionne correctement, ce que l'on a envie de faire, c'est gérer la visibilité. On veut que lorsque l'on clique sur notre champ, ce date picker s'affiche et lorsque l'on clique sur OK ou annuler, il se masque. Donc on va avoir besoin de lui passer une propriété pour savoir si c'est visible. Donc au niveau de notre système, donc au niveau de notre composant principal, date picker, on va mettre une condition. On va lui demander est-ce que ça doit être visible ou pas. Donc on va lui passer une propriété qu'on va appeler .visible et on va l'appeler isVisible. Par défaut, hop, lorsque je commence, au niveau de mon data, je vais initialiser isVisible à false. Donc il faut penser, avec Vue.js, il faut toujours tout initialiser parce qu'il ne pourra pas deviner au fur et à mesure que ça va avancer. Donc cette propriété, va falloir la récupérer au niveau de notre date picker agenda. Donc au niveau des props que l'on avait définis, on avait une props date. Donc là, on va juste mettre date de point rien. Et on va lui dire qu'on attend une autre propriété qui est visible. Et cette visible, c'est un booléen. Donc type de point booléen. Et on va lui dire que par défaut, c'est false, au cas où ça ne serait pas défini. D'ailleurs, on va dire, allez, c'est true par défaut. Par défaut, du coup, il faut que notre truc ne soit pas visible. Donc pour cela, on peut utiliser un petit attribut qui est l'attribut v-if. v-if. Et c'est si c'est visible, dans ce cas-là, on l'affiche. Sinon, on ne l'affiche pas. Si je réactualise, je vois que ça ne s'affiche pas. Maintenant, lorsque dans mon date picker, je vais sélectionner mon champ, donc là, c'est à ce niveau-là. Donc là, on va utiliser le @click et on va l'appeler showDatePicker. Automatiquement, je dois créer cette méthode-là. Donc au niveau de mes méthodes, ici, je vais créer une nouvelle méthode qui s'appelle showDatePicker. Ça sera une fonction qui ne prendra rien en paramètre et qui fera simplement un vis.isVisible à true. Et là, je mets une petite virgule. Si je réactualise ma page, lorsque je clique, ça s'affiche. Lorsque je sélectionne une date, ici, automatiquement, je dois masquer mon calendrier parce que je n'en ai plus besoin. De la même façon, ici, je vais créer une méthode que je vais appeler cancel. Cancel, et je vais l'appeler hideDatePicker. Hop. Cette méthode, je vais la créer. Je vais l'appeler hideDatePicker. Ça sera une fonction qui se chargera de faire un vis.isVisible à false. Et histoire de ne pas répéter mon code, ici, je vais rappeler la méthode hideDatePicker. Histoire d'avoir toujours la même structure. Et d'avoir une seule fonction responsable d'un seul truc. Maintenant, au niveau de mon DatePicker agenda, lorsque je clique sur cancel, la méthode, c'est la méthode cancel. Je ne m'occupe pas du tout de la visibilité, je fais juste un dispatch. Et je dispatch un cancel. Et je ne lui envoie rien comme autre propriété. Je refais un essai, je sélectionne mon DatePicker, je me dis je sélectionne le 6 mais j'annule et ça se masque. Je me dis maintenant, ah tiens, je sélectionnerai ça, et dès que je clique, ça affiche. Alors au passage, vous avez vu que ça reset mon DatePicker. Donc c'est à vous de voir ce que vous souhaitez mettre en place comme comportement. Moi, je estime que quand on clique sur annuler et qu'on revient, on a peut-être envie de voir la bonne date. Donc je ne change pas ce comportement-là. Et lorsque je clique sur OK, voilà, ça s'affiche correctement. Alors on a envie peut-être d'avoir une petite animation sympa. Donc pour créer des animations, c'est déjà préconçu dans Vue.js et c'est plutôt simple. Ça marche avec les vif, les vFor et les vshow. Et il suffit de mettre transition, le nom de notre transition. Donc là, on va l'appeler DatePicker-slide. Dès que l'on a fait ça, on doit créer une classe que l'on appelle DatePickerSlide-transition. Et là, on va préciser la valeur d'arrivée. Donc on veut que l'opacité du calendrier soit à 1. On veut que la transition se fasse sur toutes les propriétés pendant 0,3 secondes. Et on arrive avec une transformation qui est un translate y à 0. C'est le point d'arrivée. Ensuite, on va avoir deux nouvelles classes supplémentaires à paramétrer, qui est la classe -leave et -enter. Leave, c'est quand l'élément quitte, et enter, c'est quand l'élément arrive. Donc c'est la position qu'il a au démarrage. Nous, dans notre cas, on veut que ça se masque et que ça s'affiche au même endroit. Donc là, on mettra une opacité à 0 et un transform translate y à -50. On décale un petit peu vers le haut et ça fera un effet d'apparition sympa. Une fois que l'on a fait ça, dès qu'on a un affichage ou un masquage, hop, cette animation se lance. Et vous voyez que c'est vraiment très très simple, on n'a quasiment rien à faire. Alors 50 c'est un petit peu bourrin, on va mettre 15.
impeccable. En revanche, il y a un comportement qui est peut-être intuitif pour l'utilisateur, c'est que quand je clique ailleurs, je veux que le truc se masque. Donc au niveau de mon date picker, quand je vais afficher le date picker ici, je vais lui demander de greffer un événement en faisant document.add_event_listener et je vais lui dire lorsque tu cliques n'importe où sur la page, n'importe où sur le document, tu fais un this.hide_date_picker. Dans le hide_date_picker, je vais lui demander de retirer cet événement en faisant un document.remove_event_listener. Donc si maintenant je refais un essai, je clique ici et je vois que ça ne fait rien. Ça ne fait rien parce que dès que je lance mon clic, il fait le show et il détecte aussi ce clic-là. Donc je vais lui demander d'appliquer ce event listener de manière asynchrone. Donc pour cela, je fais un coup de set timeout et je lui dis de faire ce petit truc-là. Donc là, on va utiliser la fonction fléchée pour écrire ça plus rapidement. Hop. Je veux que tu appliques ça au bout de 0 secondes. Alors on peut se dire, ouais, mais attends, c'est exactement la même chose que tu as écrit. Non, sauf que ça le fait de manière asynchrone. C'est-à-dire qu'il fera ça. Il fera ensuite tout son bordel, et ça, il le fera dans une seconde passe. Donc si maintenant je réactualise, lorsque je clique, mon calendrier s'affiche bien. Lorsque je clique en dehors, il se masque. Par contre, lorsque je clique ici, je vois qu'il se masque en même temps, parce que je lui ai dit, dès que tu cliques, tu masques le calendrier. Donc pour empêcher ça, il faut lui dire que lorsqu'il y a un clic au niveau de mon agenda, je dois stopper la propagation. Donc on pourrait se dire, bon ben au niveau de l'agenda, je vais mettre un @click, et je vais dire, lorsque tu cliques, bah, tu feras un stop propagation. L'avantage, c'est que le framework a déjà prévu ça, et on peut directement lui dire, lorsque l'on fait un @click, lui dire .stop. Et on a la même chose, .prevent. .stop dira, bah, stop la propagation de cet événement. Et on peut même mettre, par exemple, une méthode. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin dans cette méthode de mettre un stop propagation, il le fera de manière automatique. Et ça nous permet de gagner quelques lignes. Si maintenant je fais un essai, lorsque je clique sur le calendrier, il ne se masque pas. Je sélectionne, je clique sur OK et il se masque. Si je crée maintenant deux date pickers, donc là au niveau de mon index.html, je vais créer un second date picker. Je vais décommenter celui que j'avais commenté. Hop. Et au passage, on a bien compris que celui-là s'actualisait, donc on va pouvoir le laisser en type hidden. On n'a plus besoin de l'afficher. Maintenant, on a nos deux date pickers. Je clique sur le premier. Je peux sélectionner, je clique sur le second, je peux sélectionner et ça fonctionne. Et hop, on peut passer de l'un à l'autre comme ceci. Donc à ce niveau-là, on a cet événement qui fonctionne correctement. Donc là, on a globalement la base de notre date picker. On voit que ça fonctionne correctement, tout est au poil. Ce qui nous reste à faire, c'est les animations. Si on regarde notre date picker original, celui que je vous avais montré en démonstration, on a une animation au niveau des changements de mois. Et on a une animation aussi quand on sélectionne un mois. Et ça rend le date picker encore plus sympa. Donc là, il n'y a pas grand-chose de nouveau à connaître. On va utiliser le système d'animation que l'on a déjà mis en place. Donc on utilise tout simplement une transition. Donc on va commencer par la transition concernant les jours. Donc on va créer une animation de slide. Donc on est parti. Je vais séparer ça dans un fichier différent. Donc là, au niveau de mon components, ça aurait peut-être été malin. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler datepicker. Allez, en minuscule, datepicker. Je vais déplacer ces deux fichiers à cet endroit-là. Ce que je vais faire au niveau de mon main.js, du coup, c'est changer ça et rajouter datepicker /. Et au niveau de mes datepickers, je vais avoir un problème lorsque je charge le module month. Donc c'est dans la partie datepicker agenda. C'est dans la partie JavaScript. Il ne va plus le trouver, il faut remonter encore un cran en arrière. Voilà, donc ça résout les petits problèmes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler animation.scss. Animation.scss. Ce fichier, je vais l'importer. C'est l'avantage, vu que je fais du SASS, je peux l'importer ici en faisant @import animation. Pourquoi je fais ça? Parce que je pourrais en avoir besoin à d'autres endroits. Donc animation.scss. Pour l'instant, je le mets au même niveau, mais plus tard, je pourrais le déplacer. Donc on va créer notre première animation, qui est l'animation de slide. Donc là, on est parti. On va l'appeler .slidev, comme vertical. Donc notre élément sera en position absolue. Il sera en top left, right 0, bottom 0, left 0. On va mettre une transition sur tout. Et la transition dure 0,3 secondes. Et au niveau de la transformation, donc là c'est le moment d'arrivée, on met un translate x à 0.
Et là, on n'oublie pas de mettre tiret transition parce que c'est le nom de notre transition. Alors pourquoi je mets l'élément en position absolue? Parce que lorsque on va slider, si je ne le fais pas, ça va bien slider sur la gauche, mais par contre l'autre élément va arriver par en dessous puis remonter, ça va faire un truc bizarre. Donc en mettant les positions absolutes, on permet aux éléments de se superposer. Et on met une opacité à 1. Ça, c'est notre transition de base. Lorsque l'élément quitte, donc lorsqu'on a un leave, il va quitter sur la gauche. Donc là, on va mettre un transform translate x à 100%, à moins 100%. Et on va mettre une opacité à 1. Et on va faire la même chose pour le slide v enter. Sauf que là, dans notre cas, lorsque l'on entre sur l'élément, l'élément doit arriver par la droite. Donc on met un translate x à 100. Et hop, dans les deux cas, c'est une opacité à 0. Donc voilà pour l'animation de base. Maintenant, on peut l'appliquer à notre système. Le problème, c'est que dans notre cas, ici, dans le cas des jours, hop, c'était où? C'est ici. Ben, on est un petit peu embêté parce que pour faire la transition, c'est soit un V fort, soit un V if, soit un V chaud. Et là, on a une variable month qui change et qui entraîne ce changement-là. Et donc, on est un petit peu bloqué. Alors, heureusement, on peut chanter un petit peu le système en attendant que Vue.js intègre peut-être une div pour faire ça. C'est lui dire, bon, ben, ce bloc-là, on va laisser le date picker days. Mais tout ce truc-là, on va l'entourer d'une div. Hop. Et cette div, on va lui appliquer la transition slide v. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va simuler en fait le système de mois en faisant v for égale month in entre crochets month. Donc on crée un faux tableau d'une taille 1 qui contiendra le mois. Donc lorsque le mois va changer, ce v for va changer, entraînant du coup ce slide vertical. Donc si j'actualise, je vois que ça fout un petit peu le bordel parce que à cause de mon slide vertical qui a une position absolue, ça fait n'importe quoi. Donc au niveau de ma partie CSS, tout en haut, donc c'était dans la partie days, hop, ben ça je vais le mettre en position relative. Ce qui maintenant me permet d'avoir les trucs comme ça. Et si je slide, ben je vois que j'ai mon effet de slide. Je vais rajouter un coup de overflow hidden, histoire de masquer lorsque les éléments apparaissent. Et je vois que ça fait bien la transition. Le problème, c'est que quand je le fais dans l'autre sens, ben la transition se joue dans le mauvais sens, ce qui n'est pas idéal. Donc le problème, c'est que Vue.js ne nous permet pas de changer le nom de la transition suivant une variable. Donc ce que l'on va faire au niveau de notre système, c'est rajouter une classe. Donc on va lui dire rajoute une classe et on va créer une variable qui sera la classe direction, qui sera next ou prev pour savoir ben, si on va vers la droite ou vers la gauche. Donc cette variable, il faut que je la définisse dès l'initialisation. Donc ici, on va l'appeler classe direction. Et par défaut, on va mettre off. Ça veut dire qu'on ne veut pas de classe particulière. Lorsque l'on clique sur Next Month, on va faire un this.classDirection et on mettra direction-next. Ça veut dire on va vers la droite. Dans le cas où on va faire un prev month, on va mettre la classe direction prev. L'avantage, c'est qu'une fois que l'on a cette classe-là, on peut l'utiliser au niveau de notre animation en disant, bon, ben, si jamais on a un point direction-prev, ben, on doit inverser les choses. On doit dire que le slide leave doit se faire dans l'autre sens. Donc là, on va mettre un transform translate à 100%. D'ailleurs, je trouvais une manière un petit peu plus optimale de le dire, c'est ici. On fait ça, slide v. Donc là, c'est le enter qui prendra la place du leave et le leave qui prendra la place du enter. Hop. Tout simplement. Si maintenant je réactualise ma page, hop, je clique sur mon calendrier, je vois que ça slide dans le bon sens et dans l'autre sens, ça slide dans l'autre sens. Impeccable. Un petit détail en revanche, c'est que dès que je sélectionne mon calendrier, il y a cet effet d'animation qui se lance au début. Donc là, ben, j'avais appliqué une classe off par défaut. Donc je vais lui dire que si on a une classe off, hop, notre transition a une durée de 0 secondes. Comme ça, lorsqu'on sélectionne pour la première fois notre calendrier, il n'y a pas d'animation qui se lance. Et on a comme ça notre petit système. Alors on a un dernier petit souci sur certains trucs. Par exemple le mai, on voit qu'il n'y a pas 5 semaines mais 6 semaines. Et du coup c'est tronqué. Donc on va avoir besoin de connaître le nombre de jours qu'il y a par semaine et de changer la taille de l'élément en fonction. Donc au niveau de notre classe month.js, on va rajouter une méthode permettant de connaître le nombre de semaines qu'il y a dans le mois. Donc là on va l'appeler getWeeks.
ça sera une fonction et on va pouvoir utiliser moment.js. Donc on va prendre la date de fin plutôt. Donc on utilise la méthode week de moment.js. Donc ça nous donne le numéro de la semaine dans l'année. Et on soustrait ça au numéro de la semaine de la date de démarrage. Donc on prend le numéro de semaine du premier jour du mois, on prend le numéro de semaine du dernier jour du mois et on soustrait les deux valeurs. Et on rajoute 1 parce que si par exemple, on imagine un cas c'est impossible, hein, mais le jour de départ et le jour de fin sont le même jour de semaine, la soustraction fera 0, mais il y a effectivement une semaine. Donc on est toujours obligé de rajouter 1. Donc maintenant que l'on a ça, on va créer une classe supplémentaire sur notre date, sur cette div là. Donc on fait 2.class égale. Et là, on a besoin de lui mettre, par exemple, as 6 weeks. On aimerait avoir un truc comme ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas rendre dynamiquement une classe et on ne va pas s'embêter. On va appeler ça class weeks. Et on peut utiliser les attributs computed pour lui dire, je veux que tu crées une nouvelle méthode qui s'appelle class weeks. Ça sera une fonction. Et cette fonction, elle fera un return de as le nombre de semaines, donc this.month.getWeeks plus weeks. Si je sauvegarde et que je réactualise mon système, si j'inspecte mon composant, je vois que là, par défaut, au niveau de mes days, j'ai as 5 weeks. Et si je scroll jusqu'à mai, et que j'inspecte, je vais avoir un as 6 weeks. Donc ce que je peux faire au niveau de mon CSS, c'est dans la partie c'est days. Donc on lui avait donné une hauteur spécifique. On va rajouter une transition sur la hauteur de 0,3 secondes, c'est la durée de notre animation. Et on va lui dire que si cet élément a la classe as 6 weeks, la hauteur doit changer et doit prendre la hauteur d'un jour multiplié par 6. Et automatiquement, avec la transition, ça va donner un effet plutôt sympa. Si met dans GC, vous voyez ce que ça donne. Ça permet de gérer le cas où des mois ont 6 semaines. Voilà, donc là on a cette première animation et on va devoir créer la même animation au niveau de cet élément-là. Donc c'est une animation de slide vertical. Donc on repart dans notre partie animation, on va copier tout et on va modifier pour avoir un slide H, pour avoir un slide horizontal. Donc là, c'est slide H, slide H, slide H, slide H. Voilà. Et le translate ne se fera pas en X, mais en Y. Là, l'avantage, c'est que je crée une classe que je vais pouvoir réutiliser un petit peu partout. Au niveau de mon système de date picker, donc c'était le date picker agenda. Donc c'est exclusivement la partie HTML que l'on va devoir modifier. Au niveau de notre label, c'est à cet endroit-là. On va le mettre dans une span, voilà, et ce span, on va utiliser la petite technique du V4, une petite technique de triche, voilà, et on va reprendre les mêmes choses, les classes, les choses comme ça. Je préfère avoir la classe seulement au niveau de l'élément. On pourrait se dire, ouais, mais pourquoi tu mets pas la classe directement au niveau de tout l'élément, ça éviterait d'avoir à te répéter. C'est juste parce que comme ça me permet de mieux isoler le CSS. Et certains trucs ne vont pas changer de la même manière. Notamment ces dates-là, elles vont changer suivant qu'on sélectionne une date antérieure ou supérieure. Donc on peut pas. Je préfère avoir la classe directement au niveau de l'élément qui est transitionné. Et là, voilà, ça va fonctionner correctement. Alors si on fait ça, on voit que notre mois ne s'affiche plus parce qu'il faut prévoir un petit peu le CSS en amont aussi. C'est ce mois-là, on l'avait mis en position absolue. Et la transition ici, ça sera un slide H, un slide horizontal. Donc si je réactualise, je sélectionne, et lorsque je passe, ça fait ça. Alors par contre, la transition n'est pas forcément jolie. Donc au niveau de mon date picker, je vais rechanger la classe month. Voilà, je vais lui préciser que ça a une hauteur de 14 pixels. Donc je vais mettre un background color de gris, histoire de localiser mon élément. Donc là, actuellement, ça slide sur tout ça. Sur toute cette hauteur là, donc ça décale tout en haut. Donc nous on va mettre une hauteur de 14 pixels. On va mettre une hauteur de ligne de 14 pixels. Comme ça notre élément va être bien. Et on va ensuite, allez plutôt 16. On va mettre un overflow hidden. On va regarder notre controls, la hauteur qu'il avait, donc c'est 56.
Donc pour que notre élément se retrouve bien placé, ben, il faut le positionner en top à 20 pixels. Hop. Voilà, et maintenant je retire mon background. L'effet que ça donne, c'est que maintenant on a comme ça ce petit effet de transition. Et vous voyez que ça passe vers le bas lorsqu'on est sur un élément supérieur et vers le haut lorsqu'on a un élément inférieur. Et globalement, c'est ce que l'on va devoir faire un petit peu partout. On va faire maintenant la même chose au niveau des dates là-haut. Donc les dates ne transitionnent pas de la même façon, c'est-à-dire que l'effet de transition next ou prev va dépendre de si on a un élément par rapport à la date de sélection. Donc ça veut dire qu'on doit créer une nouvelle classe. Donc on va créer une nouvelle propriété. Donc là on va l'appeler day direction. Par défaut c'est à off parce qu'on ne veut pas d'animation encore une fois. Et lorsque je sélectionne une date, donc c'est tout en bas, hop, ici. Donc ici, ben, je vais comparer la date en lui disant bon, par défaut la day direction ça va être direction-next. Mais par contre, si le jour is before, c'est encore une fonction de moment.js, donc si le jour qui est sélectionné est avant la date qui est actuellement sélectionnée, ben dans ce cas-là, la transition sera dans l'autre sens. Direction égale direction-prev. Donc maintenant que j'ai créé cette petite classe, je vais pouvoir l'appliquer au niveau à la fois de l'année et de ma date. Donc à cet endroit-là et à cet endroit-là, hop. Donc là, ben, je sélectionne mon truc. Donc on va refaire le coup de la span. On fait un span, on fait un v-for. On fait un faux tableau. Et ensuite, on rajoute notre transition. On va dire qu'on a une transition qui est un slide vertical. Et on rajoute la classe. Et la classe, c'est day direction. Et à l'intérieur, on y met le code que l'on avait tout à l'heure. Donc par défaut, tout part en sucette systématiquement. Donc là, c'est parce que je le fais effectivement dans le désordre, mais d'habitude. Mais normalement, il faudrait mettre des positions relatives dès le début, comme ça on n'oublie pas. Donc c'était la partie date picker year et date picker date. Là, on met ça en position relative, ce qui permet de résoudre les problèmes. Et ici, je vais mettre une hauteur de 16 pixels. Voilà, histoire de forcer la hauteur et que les éléments retrouvent leur bonne position. Dans les deux cas, je mets un overflow hidden. Voilà, histoire que les éléments se masquent correctement. Et là, je vais mettre une hauteur de 32 pixels. Histoire que mon élément s'affiche. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Si maintenant je sélectionne une date, hop, j'ai ce slide. Alors par contre, hop, j'ai mis un slide V alors que c'est un slide horizontal que je souhaite. Donc là, hop, 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 slide horizontal. Voilà. Bon après, c'est à vous d'imaginer. Si vous avez envie d'avoir des animations différentes, vous pouvez le faire. Si je sélectionne une date supérieure, ben, ça passe par en dessous. Si je sélectionne une date inférieure, hop, ça revient au-dessus. Et vous voyez que l'année transitionne aussi. Voilà, ce qui donne un effet plutôt sympa au niveau visuel, au niveau de l'utilisateur. Et hop, je peux masquer et je peux réafficher. Enfin, le dernier point qui nous reste à faire, c'est lorsque je clique sur OK et que je reviens, je vois que toutes les transitions se relancent. Parce que par défaut, on a la direction qui est laissée à off dès l'initialisation de mon composant. Mais lorsque je réouvre mon composant, vu qu'il a gardé son état, il reste comme ça. Alors si on veut mieux analyser ça, il suffit de sortir l'inspecteur, vous allez voir. Vous allez sur Vue DevTool. Voilà, donc on a nos date pickers ici. Donc si je sélectionne celui-là, hop, notre date picker agenda. C'est pas forcément idéal. On voit qu'il a par défaut les classes direction et les date direction à off. Si je fais des transitions comme ça et que je valide, hop, le problème c'est que ça reste à cette valeur-là. Et la prochaine fois que je reclique dessus, il réapplique les transitions. Donc moi j'ai besoin de lui dire, il faut que tu restes à off. Donc pour faire ça, je peux watcher la variable isVisible. Donc c'est une nouvelle propriété qui s'appelle watch. Et on va lui dire qu'est-ce que l'on veut watcher. On veut watcher visible. Et ça prendra en paramètre une fonction. Donc cette fonction prend deux paramètres, la valeur actuelle et la ancienne valeur. Et on va lui dire, si jamais la valeur est à false, c'est-à-dire que je suis en train de masquer le calendrier, dans ce cas-là, il faut que tu retires les directions et que tu réinitialises les directions. Donc on va mettre classe direction à off. Et on va créer aussi this.dayDirection à off. Est-ce que c'était bien classe direction? Oui, voilà. Donc comme ça, dès que je masque mon calendrier, dès que isVisible revient à false, automatiquement, la classe et les jours reviennent à false. Donc je repars sur mon agenda, je réactualise, histoire d'être sûr que ça prenne tout en compte.
Je vois que c'est à false, je bouge les valeurs. Voilà, donc on voit bien que nos directions, dès que je clique sur OK et que ça masque, je vois que ça enlève cette animation-là. Voilà. Donc comme ça, on a à chaque fois qu'on réaffiche le calendrier, on n'a pas d'effet de transition un petit peu bizarre. Donc voilà, nous avons terminé avec la création de ce petit date picker. Donc vous voyez qu'on a maintenant quelque chose sur lequel on a un contrôle total et qui nous permet de sélectionner simplement des dates. Et l'avantage, c'est qu'avec le système de propriété, on va pouvoir changer le formatage ou changer le fonctionnement général de notre script. Donc, qu'est-ce que l'on a vu dans cette vidéo? On a vu pas mal de choses. Donc, on a vu que Vue.js nous permettait de créer des composants qui vont fonctionner de manière isolée. Et les composants vont communiquer les uns avec les autres grâce à la notion de propriété. Donc, les propriétés, ce sont tout simplement des attributs que l'on va pouvoir envoyer à un composant. Donc là, en l'occurrence, on a créé deux composants. Un composant DatePicker qui prend en entrée une valeur. C'est le seul élément dont on a besoin. D'ailleurs, si vous ne mettez pas de value et que vous avez laissé un required à true, lorsque vous inspectez au niveau de votre console, vous aurez ce warning-là qui vous dit « Non, je m'attendais à avoir une propriété value que je n'ai pas eu ». Donc là, en l'occurrence, on pourrait tout à fait s'imaginer créer un script où, si jamais on n'a pas de value, ça prendrait automatiquement la date du jour. Libre à vous après d'améliorer ce script. Donc les propriétés, on peut les définir sous forme de tableau ou on peut les définir sous forme d'objet, où là on pourra préciser le type que l'on attend en entrée, la valeur par défaut et est-ce que si oui ou non c'est requis. On a vu aussi la création d'une fonction data. Donc c'est une fonction qui permet de définir le state de notre composant. Donc c'est une fonction et non pas un objet. C'est vrai que ça peut sembler un petit peu bizarre parce que partout ailleurs on a des objets. Tout simplement parce que ce state-là n'est pas partagé à travers tous les composants. Il est propre à chaque composant. Donc on crée une fonction qui retourne un objet qui sera propre à notre composant. Donc ce premier composant n'a pas les mêmes propriétés que l'autre. Et ça se voit notamment lorsqu'on utilise VueDevTool. De la même façon, on peut aussi créer des méthodes. Donc les méthodes peuvent être utilisées lors de l'interpolation ou lorsque l'on écoute des événements. Lorsque l'on clique par exemple, ou lorsque l'on change ou quoi que ce soit d'autre. De la même façon, on a aussi la possibilité de créer des variables qui sont des variables computed. Alors là, globalement, ce sont des variables qui vont être créées à partir d'autres variables. L'avantage, c'est que Vue.js sait comment sont composées ces variables-là et saura si oui ou non on doit les mettre à jour. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Vue.js utilise un système de getter et de setter. Donc contrairement à AngularJS qui, dès qu'on faisait une action particulière, se chargeait d'analyser un petit peu les valeurs et de lancer des watchers en permanence, ce que fait Vue.js, c'est dès qu'on lui passe une valeur en entrée, cette valeur, il va la modifier et remplacer toutes les propriétés par des getters et des setters. Dès qu'on va vouloir modifier une valeur, on va passer par des getters et des setters. Et du coup, ça permet à Vue.js de savoir instantanément si une valeur a été modifiée. Donc il n'a pas besoin de lancer de watcher ou quoi que ce soit, il sait dynamiquement si les variables ont été modifiées. Donc en revanche, ça veut dire qu'il faut bien penser à cette structure-là et bien savoir ça pour éviter les problèmes. D'une part, ça veut dire qu'au niveau de nos objets, dès le constructeur, il faut présenter toutes les variables qui vont être initialisées, histoire que Vue.js puisse les mapper à travers son getter et setter. Et ensuite, ça a quelques limitations au niveau des tableaux. On ne pourra pas, par exemple, faire un items 0 et modifier la valeur, parce que ça ne sera pas capté par Vue.js. Donc je vous invite à voir la documentation, je vous le mettrai en lien, concernant ce petit détail-là. Donc enfin, la dernière chose, c'est lorsque l'on souhaite faire communiquer les composants ensemble, ça communique toujours du parent vers l'enfant. On peut faire une communication dans les deux sens en mettant la propriété sync, ou ce que l'on préférera faire, c'est utiliser la notion d'événement, ce qui permet d'avoir des composants qui fonctionnent de manière isolée. Donc j'ai mon date picker qui prend en entrée une date et qui fait son petit chemin et qui donne en sortie deux événements. Change, lorsqu'un élément est changé, et cancel, lorsqu'on annule. Automatiquement, notre composant parent peut faire ce qu'il veut en fonction de ces événements-là. Donc l'avantage avec ça, c'est que j'ai créé un composant qui fonctionne de manière complètement isolée. Je pourrais m'imaginer plus tard, mais pour une raison X ou Y, réutiliser cet agenda n'importe où dans mon application, pas forcément pour un champ de type DatePicker. Donc l'avantage, c'est que comme ça, on crée des composants réutilisables. Et pour une meilleure réutilisation, Vue.js utilise cette syntaxe Vue qui permet d'avoir le CSS, le JS et l'HTML au sein d'un seul et même fichier. Si on a envie de construire notre projet, on peut faire un coup de npm run build. Là, c'est vrai qu'on a utilisé le template par défaut, mais si on fait un npm run build, donc on va le laisser un petit peu faire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va automatiquement séparer et décomposer tout ce que l'on a créé. Donc au niveau de notre dossier,
donc de notre projet en l'occurrence. Hop. Il va créer à la racine un dossier dist. On a notre page HTML et dans le dossier statique, on a le CSS qui a été séparé de chaque composant, le JS et c'est tout. Donc l'avantage, c'est qu'on peut écrire comme ça nos fichiers n'importe comment et à la fin, quand on va build, quand on va créer notre projet, on ne va pas avoir tout le bordel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir Vue.js à travers un exemple concret. Donc je sais que ça fait un peu brutal pour une première vidéo consacrée à Vue.js, donc n'hésitez pas à me dire oui, j'aime bien ce type de tutoriel où on voit directement un cas concret, j'ai déjà lu un petit peu la doc et je me suis fait un petit peu la main, ou si vous êtes vraiment intéressé par cette technologie-là et vous voulez vraiment un tutoriel, entre guillemets une formation, où on prend les choses de A à Z. À vous de me dire si ce format vous a plu ou si vous jugez que c'est un petit peu trop avalé et que vous préféreriez quelque chose d'un petit peu plus découpé. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!